cette table ronde est sur le numérique récréatif avec comme question que peut l'école. On a eu des chiffres forts ce matin avec une planète digitalisée en 40 ans, avec des temps d'écran pour les 0-3 ans de 3 heures par jour, les 15-18 ans de 8 heures par jour. Un tiers des enfants, un tiers des jeunes qui déclarent ne pas lire du tout. Et avec une moyenne de temps de lecture de 7 minutes de temps de lecture versus 5 heures sur les écrans. Dans vos témoignages, j'entends aussi la quantité, le nombre de personnes qui nous entourent qui ne savent pas. J'ai une amie qui a 3 enfants, l'aînée, elle a donné le portable comme c'était une évidence à l'entrée en 6e, parce qu'en 6e on donne le portable. Et puis finalement pour le numéro 2 et 3, elle s'est mise à réfléchir. Et donc voilà, on a ce... Enfin, je suis ravie de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. On essaie de mobiliser le plus de personnes possible. Et le but, c'est que voilà, vous mobilisiez aussi les personnes autour de vous pour qu'il y en ait plus qui viennent et qui se sentent sensibilisés par ce sujet-là. Et l'idée de cette... On a montré tout ce que l'école ne faisait pas aussi... Enfin voilà, toutes les déviances de l'école aujourd'hui. L'idée de cette table ronde, c'est aussi de voir comment l'école peut être un soutien des parents, comment elle peut venir accompagner les enfants et les familles en coéducation. Il y a un intérêt fort forcément à ce que l'école puisse venir appui des familles, avec des propositions tant pendant le temps scolaire. Donc on va voir ce que certains professeurs ont mis en place pendant le temps scolaire pour aider les jeunes à se rendre compte de leur temps d'écran, pour aussi édicter des règles de soutien éducatif et fédérer parents et professeurs. Alors on va commencer avec Angélique Delray, qui est professeure en philosophie. Tu me dis si je me trompe, c'est des termes que je ne connaissais pas. Philosophie, oui, mais c'est quoi? C'est la morale? Alors oui, j'enseigne notamment l'éducation, enfin l'enseignement moral et civique auprès des futurs professeurs des écoles à l'INSPI. Et les valeurs de la République, enfin je vous expliquerai tout à l'heure. Alors si, on va commencer avec toi, Angélique. Elle enseigne à l'INSPE et elle est aussi membre du collectif ENR, co-organisatrice aujourd'hui de cette journée. Et je pense peut-être qu'on peut commencer avec la légitimité de l'école à être en coéducation sur le numérique. Oui. Merci. Du coup, je vais un petit peu développer sur d'où je parle. Donc, je suis enseignante. J'ai d'abord enseigné dans le secondaire la philosophie pendant longtemps. Et puis maintenant, j'enseigne donc à l'université. Et plus spécifiquement dans les INSPE, qui sont les instituts de formation des enseignants. Et encore plus spécifiquement à l'INSPE de Créteil, donc sur une académie qui est quand même une académie en difficulté. Et également auprès des professeurs des écoles, enfin des futurs professeurs des écoles. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que les professeurs de philosophie n'enseignent pas une discipline en particulier, puisque les professeurs des écoles n'enseignent pas la philosophie aux élèves. En revanche, ils enseignent notamment cet enseignement qui a été homogénéisé depuis 2015, depuis la loi de 2015, l'enseignement moral et civique, qui court du cycle 1 jusqu'en terminale, avec un programme, on va dire, cohérent sur l'enseignement des valeurs de la République. Donc, par exemple, la laïcité, la liberté, l'égalité, le refus des discriminations, etc. Au nombre de ces enseignements, au nombre des thèmes, disons, de cet enseignement, il y a quelque chose qu'on appelle l'EMI, l'enseignement aux médias et à l'information, qui en réalité n'est pas un enseignement aux dangers du surnumérique, aux effets du surnumérique, qui est un enseignement à alors premièrement à bien s'informer sur les réseaux sociaux, bien s'informer numériquement pour les élèves.
Nous partons de l'idée que les élèves n'ont pas d'esprit critique face à ces contenus d'information et que donc il faut leur apprendre à bien s'informer sur Internet. Il n'y a pas du tout l'idée qu'il ne faudrait pas qu'ils aillent sur Internet. Il y a au contraire l'idée que, vu qu'ils vont sur Internet et parce qu'il est bon qu'ils aillent sur Internet, eh bien il faut les aider à mieux s'informer. Comme ça, finalement, aller sur Internet, ce sera quelque chose de formidable qui pourra les aider à apprendre énormément de choses. Et puis deuxième aspect de cet enseignement, c'est l'enseignement connaître les dangers d'Internet et des réseaux sociaux. Donc connaître effectivement les âges légaux, les dangers liés à la publication de sa vie privée sur Internet et sur les réseaux sociaux, etc. etc. Alors, évidemment, cet enseignement est important, hein, je ne dis pas qu'il ne le soit pas. En revanche, il n'y a pas du tout, et c'est ça qui, de notre point de vue, du point de vue du collectif ENR, est un véritable manque, il n'y a pas du tout de thématique prévue dans cet enseignement moral et civique, donc enseignement au vivre ensemble, en République, enseignement à la citoyenneté. Il n'y a pas du tout de thématique prévue sur la question des écrans et du surnumérique, du fait que les enfants soient, comme on en a fait le constat depuis le début de la matinée, soient en permanence sur les écrans. Du coup, pour nous, c'est véritablement quelque chose de problématique. Là, je discutais avec une membre du collectif qui est professeure de maternelle, qui a parlé d'ailleurs ce matin, qui m'expliquait qu'à l'INSPE même, hein, c'est-à-dire là où je travaille, elle avait voulu, dans le cadre d'une formation, faire un mémoire sur les dangers du numérique et donc ce qu'elle pouvait faire pédagogiquement sur ce sujet. Or, il n'y a pas moyen de faire un travail là-dessus, ça ne passe pas. C'est-à-dire, comment effectivement l'éducation nationale pourrait-elle, alors même qu'elle impose le numérique, que c'est une injonction pour les professeurs que d'utiliser le numérique, comment pourrait-elle en même temps en faire un des grands sujets des valeurs de la République et du vivre ensemble? Voilà. On est vraiment dans cette problématique-là, et de notre point de vue, il y a vraiment un travail de lobbying à faire de notre côté pour essayer de faire comprendre que c'est un sujet valeur de la République. C'est un sujet qui, réellement, comme on l'a dit ce matin, met en jeu la question du vivre ensemble, et que c'est donc un sujet sur lequel il faut décidément avoir une thématique forte au niveau de l'enseignement moral et civique. Travailler donc d'abord sur une prise de conscience du temps d'écran, comme l'a fait par exemple Gilles Vernet, qui va vous en parler tout à l'heure, avec sa classe de CM2, dans un travail de classe, travail pédagogique, travail de MC en fait, hein, c'est vraiment ce travail-là qui a été fait. Travail sur les effets des écrans sur leur jardin intérieur, c'est-à-dire le fait que, moi j'aime bien prendre cette métaphore quand on donne accès à l'écran à l'enfant, eh bien l'ensemble de ses activités par ailleurs, activités sportives, activités de création, activités de lecture, etc., sont absorbées par les écrans, comme si on avait finalement mis une plante envahissante dans son jardin intérieur et que cette plante envahissante avait détruit toutes les autres plantes. Donc travailler avec eux là-dessus, sur finalement la question de l'addiction, leur permettre d'avoir cette prise de conscience de l'addiction qu'entraînent les écrans sur leur existence, et les faire véritablement réfléchir. C'est-à-dire, on parle de développer l'esprit critique, c'est effectivement quelque chose qu'on fait en enseignement moral et civique. Il y a une grosse part qui est donnée au débat, notamment au débat philosophique, pour lequel moi, justement, j'apporte ma pierre à l'édifice. Il y a quelque chose à faire, effectivement, en philosophie, en débat et en débat philosophique sur cette question des écrans, avec les enfants, hein, pour qu'ils prennent réellement conscience de ce qui se passe en eux lorsqu'ils passent 7, 8, 9, 10 heures sur les écrans. Et puis aussi leur permettre de faire une recherche véritablement, une recherche scientifique, comme on leur fait faire à l'intérieur de projets éducatifs, une recherche scientifique sur ce qui se passe pour l'humain lorsqu'il est confronté à cette rencontre avec les écrans. Donc ça, c'est le premier point sur lequel moi je constate un vide au niveau de mon travail, de mon poste d'observation, et sur lequel, en tant qu'association, nous cherchons à militer. Il y en a un deuxième, c'est la question de la coéducation avec les parents.
On parle beaucoup, enfin c'est au nombre des normes de l'enseignant, des compétences de l'enseignant aujourd'hui. La coéducation, il doit travailler en coéducation avec les parents. Alors la coéducation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait on éduque ensemble, on ne peut pas éduquer séparément, l'école d'un côté, les parents de l'autre. On a bien sûr nos périmètres, mais on doit absolument travailler les uns avec les autres pour pouvoir éduquer, pour pouvoir y arriver en fait, pour pouvoir réellement faire quelque chose. Ce travail en coéducation, il doit maintenant s'incarner au sujet des écrans dans des choses qui peuvent être assez simples, comme par exemple les consignes de l'école au sujet des écrans, on en a parlé, mais ça c'est quelque chose qu'il faut absolument pouvoir mettre en place. L'école doit pouvoir poser des normes en fait sur les écrans. Nous, dans l'école où je suis représentante de parents d'élèves, l'école élémentaire où est ma fille, on a par exemple fait un document commun avec le directeur de l'école qui repose sur les 4 pas de Sabine Duflo, voilà, qui sont des choses assez simples et qui permettent de poser des normes et de donner aux parents des consignes assez claires. L'enseignant peut aussi donner des consignes, comme le disait Marina ce matin lorsqu'elle témoignait en maternelle. Ils peuvent aussi discuter en fait avec les parents des pratiques des enfants au quotidien, en fait, des pratiques des enfants devant les écrans, et poser des normes en disant voilà, c'est pas possible, un enfant qui a regardé la télévision, les dessins animés avant de venir à l'école, il ne peut pas être concentré sur les apprentissages, vous comprenez bien, etc. L'enseignant va poser des normes. Il faut que l'enseignant s'autorise en fait à poser des normes par rapport aux écrans. Deuxièmement, parce que la coéducation, c'est pas seulement quelque chose qui descend de l'école vers les parents, mais c'est aussi quelque chose qui se travaille ensemble avec les parents, c'est-à-dire qui implique une réflexion commune. Il faut vraiment qu'il y ait un travail de réflexion avec les parents, que l'école associe les associations de parents d'élèves pour pouvoir faire ce travail de réflexion commune, avoir des soirées, par exemple de la coéducation, dans lesquelles les parents et les enseignants font venir des spécialistes et réfléchissent à ces questions-là. Et puis avoir des projets communs. La semaine sans écran, par exemple, dont va peut-être nous parler Florent. Voilà, la semaine sans écran, c'est un projet en coéducation, puisqu'en fait, la semaine sans écran, c'est quelque chose qui se met en place à l'intérieur de l'école, c'est un projet pédagogique, mais d'un autre côté, il y a aussi une éducation des parents. En tout cas, voilà, on ne peut pas faire la semaine sans écran sans associer les parents. Voilà, j'ai fini sur ce que je veux. Merci beaucoup, Angélique. On reviendra sur... On reviendra sur le sujet de la coéducation avec Olivier Leport et le Pax Max. Erwan Chapelière et Cécile Gauthier qui sont venus, sont professeurs d'EPS et au lycée, hein, c'est ça. Et ils ont mis en place des mesures pour aider les jeunes à prendre conscience du temps qu'ils passent sur les écrans. Et il faut nous parler de ces mesures, des mesures qu'ils ont mis en place et de la notion d'efficacité. Alors d'abord pour répondre un peu à que peut l'école, on est ravis de pouvoir répondre à cette question parce que quand le dispositif a été médiatisé, on a eu des retours positifs, mais on a aussi eu des retours bravo, c'est super ce que vous faites, mais c'est quand même pas à vous de faire ça, que font les parents, Alors c'est vrai que quand on a dit ça, bon, qu'est-ce qu'on fait? En effet, on n'a pas la responsabilité de donner un téléphone ou pas à nos élèves, donc on a décidé d'agir plutôt dans l'accompagnement de nos élèves. C'est la génération alpha, ils sont nés avec le numérique, c'est une génération ultra connectée. Donc on s'est dit qu'on allait plutôt agir pour les accompagner à avoir un usage plus raisonné de l'espace récréatif, de leur espace récréatif, et notamment à travers l'activité physique et sportive. Alors c'est né de deux problématiques. D'abord, en tant qu'enseignant d'EPS, en effet, on constate depuis plusieurs années, notamment en effet depuis le Covid, que la sédentarité est grandissante chez nos élèves. Alors, nous, on intervient en lycée. En lycée, le décrochage sportif est déjà intervenu, puisqu'on le sait. Le décrochage sportif intervient vers 13-14 ans pour nos élèves. Donc, grosso modo, en 4e, les élèves commencent à montrer un signe de décrochage, de l'activité en club, dans des structures institutionnalisées ou pas, d'ailleurs. Nous, on est les professeurs principaux d'une classe d'option boxe. Donc ils ont 5 heures de PS par semaine, et pour autant, quand on leur demande quels sont les élèves qui font du sport en dehors, on doit en avoir 1 ou 2 cette année. Donc la problématique, c'est en effet l'écran a remplacé peu à peu l'espace de loisirs qu'ils avaient. Et notre deuxième problématique, donc
Évidemment, l'idée, c'est de les engager. Le premier facteur de pratique d'activité physique, c'est l'engagement. Donc il s'agit d'abord de les engager, voire les réengager dans l'activité physique, pour retrouver l'appétence qu'ils avaient il n'y a encore pas si longtemps. Au début de collège, ils ont encore cette envie spontanée de faire du sport. Et notre deuxième problématique, elle est de constater, donc, en tant que professeur principal d'une classe de seconde, notre mission aussi, c'est les amener à la réussite. La réussite de la classe de seconde, c'est obtenir l'orientation, la filière de son choix. Et on a fait, on en a parlé ce matin, mais on a constaté une corrélation évidente entre temps d'écran et réussite. Donc de ce constat, on a décidé de mettre en place un dispositif qu'on va vous présenter à travers vraiment l'activité physique comme fin et moyen à un usage plus raisonné du numérique. Juste du coup pour vous remontrer les chiffres qu'on a parlé ce matin, je vous passe très rapidement. Donc on a quand même, l'année dernière, on a eu 3 classes où on a pris les temps d'écran. Celle qui est en jaune, c'est celle dont on est profs principaux, et du coup c'est celle qui suivait le dispositif. Donc on constate une baisse au fur et à mesure de l'année, avec une hausse sur le 3e trimestre, mais qui est due essentiellement à beaucoup de ponts. L'an dernier, au mois de mai, ça a été un peu un vrai gruyère, ils avaient cours, ils avaient plus cours. La classe en bleu, c'est une classe qui était en grosse difficulté scolaire, avec des décrochages, et en fait, ne serait-ce que même prendre le temps d'écran par semaine, on a vu que les élèves agissaient quand même un petit peu et réussissaient, malgré tout, en prenant conscience du chiffre que ça permettait de baisser. Et la classe en orange, c'est une classe qui fait option japonais, donc qui est plutôt en réussite. Si on fait un lien rapidement avec la réussite, donc la classe qui est à gauche sur l'écran, c'est la classe orange. Donc c'est une classe où il y a eu beaucoup de félicitations, beaucoup de compliments aussi au conseil de classe, très peu d'absence. Et la classe qui est à droite, c'est du coup notre classe où on était prof principaux. Et on constate du coup au premier trimestre des difficultés, notamment, si c'est pas en termes de résultats, c'est en termes de comportement, d'attitude, des devoirs qui ne sont pas faits. Et on constate donc qu'au début de l'année, c'était quand même beaucoup en rouge. Pour cette année, les chiffres, donc on a plusieurs classes maintenant qui rentrent dans le dispositif, donc je les ai expliqués ce matin rapidement. Donc on a une moyenne globale des classes qui se situent aux alentours de 7h, entre 7h et 8h30 de moyenne, donc ça c'est par jour, et c'est juste sur smartphone. Donc il faut penser que potentiellement à la maison, ils ont l'ordinateur, et ils ont la télé d'allumée, etc. Et donc je me rappelle d'un commentaire ce matin qui a été dit sur... à 8h, il y a déjà des élèves qui sont déjà à 4 heures de temps d'écran. Donc ça veut dire qu'ils ne dorment plus du tout la nuit. Donc les constats qui ont été faits ce matin, on passe brièvement parce que nous aussi on les constate en cours. Donc notamment nous, ce qui nous concerne énormément, comme Cécile a dit, c'est vraiment une hausse de la sédentarité. On a des élèves en terminale, franchement, en regardant, on a plus de 3 quarts qui sont presque en surpoids. Ça se voit malheureusement, et du coup ça c'est une réalité qui est encore de plus en plus vraie depuis le Covid, donc ça a vraiment été accéléré. Donc je passe assez vite là-dessus parce que c'est des choses qu'on a dit. En ce qui concerne notre dispositif, en fait chaque semaine on prend les temps de nos élèves, donc on peut voir sur la première semaine de septembre, on a un jeu de couleurs, donc dès que c'est en violet c'est que les élèves sont au-dessus de 8 heures. Quand ils sont en rouge, ils sont entre 6 et 8, en orange-jaune c'est qu'ils sont entre 4 et 6, et quand ils sont dans le vert, c'est qu'ils sont en dessous de 4 heures. Donc on constate que de la première semaine de septembre, on a quand même une grosse majorité d'élèves qui sont en violet ou en rouge. Et le dispositif, il a commencé juste cette semaine. On attend en fait de rencontrer les parents pour leur expliquer le dispositif, savoir s'ils sont d'accord, etc. Et après, on lance le dispositif. Et on constate que même avant qu'on lance le dispositif, que je vais expliquer juste après, les élèves basculent un petit peu plus dans le jaune, voire même dans le vert. On a aussi, donc tout à gauche, on a des cases qui nous permettent de cocher les élèves qui viennent au dispositif. Alors le dispositif est le suivant. Quand ils sont dans le violet, qui sont au-dessus de 8 heures, on essaye de mettre en place, en gros on regarde leur emploi du temps, on voit là où ils peuvent être libres, et donc toutes les cases où c'est jaune, c'est qu'ils sont libres, et que nous, en tant qu'enseignants de PS, on est dispo aussi au lycée. Ce qui fait qu'en fait, quand ils sont dans le violet, ils doivent 3 heures de plus, donc en fait, on essaie de réorganiser leur emploi du temps pour leur redonner goût d'activité qu'ils ne faisaient plus. Donc nous, on propose essentiellement des séances de sport en plus,
Donc ils viennent dans un créneau de semaine, on leur dit voilà, vous avez ces créneaux qui sont dispo, vous organisez comme vous voulez, mais si vous êtes dans le violet, vous nous devez 3 heures. Et donc en fait, ils viennent d'eux-mêmes 3 heures en plus faire de l'activité physique. Donc nous, c'est ce qu'on propose essentiellement, mais on propose aussi, s'ils sont en difficulté scolaire, de venir 3 heures en plus dans l'emploi du temps, soit pour faire 1 heure par exemple d'SOS Maths, soit pour faire 2 heures de pratique physique. S'ils sont dans le rouge, ça veut dire qu'ils sont entre 6 et 8, ils nous doivent 2 heures. Dans leur emploi du temps, pareil, ils organisent leur temps comme ils veulent et ils viennent faire 2 heures de plus d'activité physique ou de soutien, etc. Et s'ils sont dans le jaune-orangé, ils viennent 1 heure de plus. Alors, on a fixé cette limite parce que ça nous semblait raisonnable par rapport au public qu'on avait. Forcément, c'est discutable hein, sur les heures. Déjà, nous, 4 heures, ça nous paraît énorme. Mais c'est quand on voit la moyenne de nos classes, c'est quelque chose qui nous semblait quand même cohérent. Parce qu'il faut comprendre aussi que ça, c'est des temps où on est disponible. Et donc non rémunéré, forcément. Donc en fait, c'est vraiment un temps libre qu'on essaye. Donc par exemple, sur les 17h, 19h au lycée, on a ce qu'on appelle l'association sportive. Donc en fait, ils peuvent venir faire de la pratique. Et en fait, il y a des temps dans les journées où nous, on est en cours. Et du coup, les élèves viennent dans nos cours pratiquer ou nous aider sur, par exemple, si ma classe fonctionne bien, etc., viennent nous aider à organiser, à mettre en place le matériel, etc. Donc notre but, c'est de chercher vraiment à éviter qu'ils juxtaposent des temps de vie quotidien qui font plus, c'est-à-dire on constate qu'ils dorment beaucoup moins. S'ils sont, par exemple, on constate aussi que nos élèves ne discutent plus du tout le midi. Donc en fait, il y a sur 24 heures, quand on passe 8 heures sur un smartphone, devant un smartphone, sans compter ce qu'ils ont à la maison, on estime qu'ils juxtaposent le temps. Et du coup, nous on essaye qu'ils soient capables de réorganiser le temps sur des activités qu'ils n'ont plus du tout l'habitude de faire. Juste, cette démarche, c'est une démarche de compensation. C'est-à-dire qu'on leur explique que s'ils donnent trop de temps à un écran avec les usages, parce qu'en fait l'année elle est séquencée, c'est-à-dire qu'on reçoit les parents, on les informe en leur expliquant qu'on souhaite vraiment une relation de partenariat avec eux, notamment en leur donnant la règle des 4 pas, etc. Enfin, on a quand même cette mission d'information. Et puis on leur demande aussi l'autorisation de cette intrusion dans la vie privée de leur enfant, puisque au-delà du temps d'écran, on relève aussi parfois le temps qu'ils passent sur certaines applications. Et donc quand on connaît les méfaits d'un usage excessif, vraiment cette démarche, elle s'inscrit dans une compensation pour des fins de rééquilibrage du numérique. Oui, parce que, évidemment, l'activité physique, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus ils en feront, plus, évidemment, il y aura la sécrétion de la dopamine, etc. Et en fait, voilà, c'est à ça qu'on souhaite les amener, occuper leur temps libre, autrement que sur l'écran. Et donc, petite précision, évidemment, ils doivent déposer leur téléphone sur le dispositif. C'est-à-dire que s'ils viennent sur un temps d'AS ou autre, ils nous donnent leur téléphone dans la fameuse boîte à téléphone. Donc ça, c'est les temps qu'on a au quotidien. Bien entendu, le projet ne s'arrête pas là, on a des temps forts aussi dans l'année. Donc le premier temps fort, ça a été la rencontre des parents, donc on leur expose pourquoi on le fait. C'est pas, il faut pas, en fait, on ne le donne pas comme une punition, on leur expose pourquoi on le fait. D'abord, on explique aux élèves et aussi aux parents. Forcément, il y a un lien avec la réussite scolaire, forcément, mais aussi tout ce qui est en lien avec nous, ce qui nous concerne dans notre métier, c'est vraiment la santé. Et on constate les chiffres de l'OMS sont quand même désastreux là-dessus, donc on leur explique pourquoi on le fait. On a aussi une troupe de théâtre qui vient sur un spectacle débat qui traite un peu de plusieurs grands thèmes du numérique. Et ensuite, on a Marie-Claude Bossière, peut-être que vous connaissez, qui est pédopsychiatre et qui du coup nous explique aussi, explique aux élèves sur un échange pourquoi c'est grave de passer autant de temps devant un écran, qu'est-ce qu'il faut limiter, etc. Et oui, sur le cyberharcèlement aussi, il y a la troupe de théâtre, il y a plusieurs grands thèmes, dont le cyberharcèlement. Là, cette année, ils ont lancé une pièce sur tout ce qui est Instagrammeur, etc. Ensuite, on a des temps forts aussi. Bon, là, ça c'est nouveau. Cette année, on lance le défi vacances. Donc, on essaye sur chaque jour de la semaine,
sur 2 semaines de vacances, donc on a la même chose, ça c'est semaine 1, on fait aussi la même chose sur semaine 2, on essaye de leur donner, enfin là ça va être nouveau cette année, on va essayer de lancer ça, c'est-à-dire que chaque jour on a un défi sans écran à faire. Donc après ça c'est discutable, hein, c'est des choses qu'on a réfléchi, hein, ça peut être discuté, on peut être adapté, etc. Et donc on a fait des défis sportifs, des défis réveil, des défis sociaux, et donc ils ont au moins 3 défis à faire dans la semaine. Et si certains réussissent à faire tous les défis, on a un système de points, ça c'est pareil, c'est nouveau cette année qu'on essaye de lancer, hein, c'est un dispositif qui évolue chaque année. Si je remonte ce tableau, on a un système de points là, dans la case classement qui nous permet en fait d'avoir un total à l'année. Et donc dans les défis vacances, ils peuvent gagner jusqu'à 10 points s'ils réalisent les 7 défis. Et l'idée c'est qu'on est en partenariat avec la ville d'Épinay-sur-Seine dans le 93 pour qu'on puisse bénéficier de places gratuites sur des activités. Par exemple ça peut être le cinéma, c'est ce qu'on va éviter forcément, mais ça peut être des choses en lien aussi avec la culture. Donc on n'est pas fermé qu'au sport, on essaye d'être aussi en contact avec, par exemple il y a le club 3D qui a fait un potager, c'est pareil, ça peut être 1 heure de temps donné sur du potager. L'idée c'est vraiment encore une fois de leur redonner goût sur des activités qu'ils n'ont plus du tout l'habitude de faire, parce que quand j'ai 1 heure de pause, bah, je le préfère passer devant mon écran. Et du coup bah, c'est comment compenser ça à l'issue d'une semaine. Et pareil, par exemple, il suffit qu'il y ait un cours d'annuler une semaine, ils peuvent venir, bah, j'ai 1 heure de trou, mon prof d'SES n'est pas là, est-ce que je peux venir faire 1 heure de temps d'écran? Et sinon, au lycée, bien entendu, c'est possible. Pardon? Vous avez dit 1 heure de temps d'écran? Oui, 1 heure sans temps d'écran. Bien entendu. Du coup, juste pour vous parler des effets sur l'année, on a constaté globalement au début d'année l'an dernier sur notre classe, sur le dispositif, les premières semaines, donc, qui sont assez élevées, vous pouvez voir donc 7h22, et à chaque retour de vacances, on constate une grosse hausse, notamment la Toussaint, et progressivement la hausse post-vacances est quand même globalement inférieure, ce qui fait qu'on a quand même des effets qui sont, on trouve, positifs déjà d'un point de vue chiffré. Ce qu'on a constaté, donc là c'est la 4e année qu'on lance le dispositif, donc il évolue chaque année, on constate que depuis 3 ans, on a quasiment plus de cas de cyberharcèlement dans la classe. Alors, de là à dire que c'est grâce à nos dispositifs, on n'a pas cette prétention, en tout cas c'est des choses qu'on constate. Et ce qu'on constate vraiment, c'est que ça crée une dynamique de classe. C'est-à-dire que là à gauche par exemple, c'est sur le terrain de foot du lycée, là sur la photo, je pense que la moitié ne sont pas forcément convoqués. C'est-à-dire bah, ils ne sont pas censés donner 1 heure de leur temps dans la semaine. Mais en fait, pour être avec le copain et pour jouer, ils viennent quand même sur leur temps d'écran. Sur leur heure de temps d'écran, pardon. Sur leur heure de temps d'écran. Et du coup, ça crée une espèce d'émulation collective et on constate plus du tout de cyberharcèlement. Et donc, juste pour vous parler de comment ça se passe, tous les jeudis, on récupère leur temps d'écran, pour le coup, je ne me suis pas trompé là, on récupère vraiment leur temps d'écran, on le note sur le tableur Excel et après ils le déposent dans la boîte. Et en fait, on leur annonce combien de temps ils nous doivent, entre guillemets. Donc on est plutôt satisfait des résultats. Encore une fois, c'est quelque chose qui évolue chaque année. Tout est discutable, notamment en ce qui concerne les chiffres. Sur les défis vacances, c'est pareil, c'est discutable. Mais en tout cas, c'est des choses qui nous paraissaient, enfin, qui, en tout cas, concrètement, en termes de chiffrés, ça marche. Dans le temps, on n'a pas de visu parce que le dispositif s'arrête à l'issue de la seconde, parce que c'est très très compliqué de le généraliser à l'issue d'un établissement, à l'échelle d'un établissement, parce qu'on a 1600 élèves. Donc si on doit gérer déjà 500 secondes pour faire venir dans un emploi du temps, il faut que les profs soient disponibles. Mais en tout cas, les retours qu'on a de certains anciens élèves sont plutôt, ils nous remercient de ce qu'on a fait, et les parents aussi. Voilà. Un grand merci, un grand merci. C'est impressionnant, je trouve, l'importance que vous mettez aussi sur la pédagogie. Enfin, vous prenez le temps d'expliquer à vos enfants, aux parents, faire venir des externes pour aussi venir expliquer. Et pour moi, un des grands symboles de réussite, au-delà des chiffres, c'est que vous avez quand même des enfants qui viennent, qui ne sont pas censés venir,
et qui veulent rester avec leurs copains, qui veulent venir à votre programme, même s'ils n'ont pas du tout, ils sont pas du tout censés y être. Donc voilà, s'ils viennent sur la base du volontariat, c'est quand même une meilleure façon de prouver que ça marche très bien. Pardon. Non, alors les parents à l'unanimité sont évidemment favorables et les élèves finalement ils sont assez presque touchés qu'on s'intéresse à leur temps d'écran, qu'on s'intéresse à eux, à ce qu'ils font en dehors du temps scolaire. Il n'y a aucun comportement de rejet vis-à-vis du dispositif et ça crée nous une ambiance de classe à l'année qui est très positive. C'est compliqué de temps en temps au départ de leur faire comprendre pourquoi on le fait, mais vu qu'on expose vraiment les chiffres, du coup pour le coup on a des vraies données et qu'on leur dit que c'est vraiment pour leur réussite, globalement ils jouent le jeu et en fait ils sont, oui comme l'a dit Cécile, ils sont contents de venir. En fait. C'est l'engagement, c'est tout. En fait c'est vraiment là-dessus qu'il faut, c'est les engager dans autre chose, les aider, les accompagner à retrouver le goût d'autre chose. Et nous, évidemment, on est convaincus de l'activité physique, ça pourrait être autre chose, mais voilà, nous, c'est notre discipline. Mais les engager ou les réengager, parce qu'ils avaient cette appétence pour le sport, c'est l'ambition. Et petit à petit, le temps d'écran diminuera parce qu'ils auront trouvé un autre moyen d'occuper leur temps libre. Et en fait, on les accompagne pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à réduire, parce que ça arrive, hein, c'est pas facile, hein, ce qu'on leur dit aussi, comme ce qui a été dit ce matin, les applications sont faites pour qu'on reste dessus. Donc en fait, on les accompagne et quand ils n'y arrivent pas, on leur dit bah, c'est pas grave. Juste, il y a des applications qui existent pour les parents pour limiter, même de moi-même. Donc le premier pas, peut-être qu'on peut parler des plusieurs étapes. Oui, on leur explique en début d'année qu'il y a plusieurs étapes d'autonomie avec son téléphone. Ça, on l'explique aussi aux parents. Donc évidemment, le degré 1, c'est j'arrive pas du tout, et donc Family Link, la fameuse application de contrôle parental. Après, quand nous, on intervient en lycée, hein, donc c'est un outil dont ils se sont emparés, c'est le leur. Une fois qu'il est à eux, c'est ce qu'on disait ce matin, c'est difficile pour un parent de le reprendre. Donc après, il y a d'autres méthodes. On leur dit, mais tu peux aussi supprimer des applications. Ça ne veut pas dire que tu supprimes ton compte d'Instagram, de TikTok, mais ça veut dire que tu n'as plus l'immédiateté d'y aller. Donc déjà, ça limite. Si ça non plus, ça ne marche pas, il y a la possibilité ou en tout cas, si ça marche, qu'ils veulent retrouver l'application, mais que c'est encore difficile, on leur dit, mais tu peux supprimer les notifications. Là, on arrive à un degré où, bon voilà, j'ai toutes les applications sur ma page de smartphone, mais je me limite parce que j'ai pas tout de suite là l'information que quelqu'un m'a envoyé un message. Et puis après, il y a le degré 3 où l'élève a tout, mais s'impose lui-même une limite de temps d'écran. On peut tout à fait tous paramétrer son téléphone sur un temps d'écran sur chaque application. Et évidemment, le degré ultime d'autonomie, c'est j'ai mon téléphone, j'arrive à me raisonner moi-même, de temps en temps, d'aller voir le temps d'écran, et en me disant, ouais, là, ok, je suis à 3 heures, allez, stop, je le ferme. Et voilà, ça c'est sur le cycle terminal, hein. On est de la seconde à la terminale, on essaie de les accompagner à, petit à petit, à arriver à un degré d'autonomie qui est satisfaisant. On a peut-être les questions après. Je complète par rapport aux notifications. On prend régulièrement, après, quand ils posent leur téléphone dans la boîte, on prend au hasard des téléphones et en fait on leur montre le nombre de notifications qu'ils peuvent recevoir pendant 2 heures. Et la dernière fois, il y avait des élèves, c'est 50. Et en fait, on leur dit, ben, si ça sonne en classe, ben, tu ne peux pas rester concentré, c'est impossible. En plus, il y a des études qui montrent que le fait de décrocher d'un cours pour se remobiliser derrière, ça peut prendre jusqu'à 8 minutes pour certains élèves. Donc en fait, sur 1 heure de cours, on leur fait comprendre ben, que là, tu as reçu 30 notifications, mais en fait, tu n'as rien écouté. Merci beaucoup. On va passer la parole à Florence Souillot, qui est responsable numérique chez Gallimard et qui en plus de son métier, est cofondateur de l'association Lève les yeux, qui est dédiée à sensibiliser le public sur la dépendance aux écrans et pour promouvoir la reconnexion à l'environnement réel. Et donc, il va nous parler de comment l'association Lève les yeux propose aujourd'hui des actions qui pourraient être pertinentes aussi à mettre en place dans les écoles. Bonjour, merci beaucoup. Oui, je vous présente un petit peu Lève les yeux. On est une association basée à Marseille qui existe depuis 6 ans maintenant.
fondée avec Yves-Marie, qui est aussi dans la salle il y a 6 ans, qui fait la prévention au danger des écrans et la promotion de la déconnexion. J'insiste sur l'indépendance de l'association, c'est une association indépendante de tout financement d'industrie numérique. C'est un sujet crucial pour nos combats, la résistance qu'on sent ici. Donc on a une charte très claire là-dessus qu'on expose. Et donc depuis 6 ans, on a sensibilisé à peu près 20 000 personnes à qu'est-ce que c'est que la captation de l'attention, qu'est-ce que c'est que, quels sont les problèmes du temps d'écran. Enfin, je ne vais pas revenir sur tous les problèmes, on en a beaucoup entendu parler, mais comment ça fonctionne derrière, pourquoi c'est comme ça, pourquoi des entreprises font du profit, enfin le marché, on parle d'un marché, hein, et l'école est un marché, Pearl-Tries c'est un marché, le livre numérique est un marché. Donc voilà, c'est comment expliquer un petit peu passer derrière l'écran et promouvoir la déconnexion. C'est quelque chose qui, il y a quelques années, paraissait un tabou, un peu impensé. Mais la déconnexion en soi, on n'est pas dans la régulation et le bon usage, on promeut la déconnexion et l'activité déconnectée. Donc ça peut être le sport, la lecture, on a un projet sur la lecture, toute autre activité, écran éteint, posé. Donc ce qu'on fait, c'est des ateliers de prévention. On est à Marseille, mais on a ouvert une antenne à Paris là, récemment. On a 3 salariés. À destination des parents, des profs, des élèves, des enfants, des centres sociaux, des écoles, etc. Un des sujets, un des projets qu'on mène, et dont je vais vous parler un petit peu en vous partageant les témoignages et les retours qu'on a eus, c'est des défis des connexions. Donc ça ressemble un peu à la semaine sans écran pendant les vacances, dont vous parliez. En l'occurrence, là, je vais vous parler de celui qu'on a fait en 2024 à Marseille. Et donc, il y a 1000 enfants et 200 encadrants, adultes, animateurs, maîtresses, profs, personnels d'établissement ont participé à ce défi qui est co-organisé avec la ville pendant une semaine. En gros, on commence à faire des ateliers de prévention pour expliquer un peu quel est le problème, pourquoi il y a ce problème, on prépare un peu tout le monde à ça, et puis on établit une semaine dans le calendrier au printemps, durant laquelle les enfants qui sont prévenus vont recevoir un carnet, vont avoir des explications sur la question des écrans et vont être sollicités pour faire des défis et pour avoir des activités déconnectées quand ils rentrent chez eux, pendant une semaine. Donc ils notent tout ce qu'ils font. C'est un défi qui engage quand même un certain nombre de personnes. On ne peut pas le décider comme ça en 5 minutes et en 5 minutes, mais ça a l'intérêt d'engager l'intégralité de la chaîne, on va dire, à savoir des parents, des encadrants et puis des personnes de la société civile. Donc ce défi marche très bien, il est très bien perçu, il est enthousiasmant. Les enfants, les profs, les maîtres leur disent « Ok, ce soir, tu as telle activité à faire, essaye de poser ton téléphone, de noter ce que ça t'a fait, d'en parler autour de toi, etc. » Et ça marche très bien. Et on a une conférence inaugurale avec encore des spécialistes, des médecins, pour encadrer tout ça, donner des chiffres, être très clair sur un sujet sur lequel il y a beaucoup de doutes qui est fabriqué toujours, et sur la pseudo-régulation des écrans. Donc on a quelque chose comme ça, un discours très transparent sur cette question. Je vous dis à peu près les principaux enseignements. On a fait une étude d'impact sur ce défi des connexions 2024. Meilleure connaissance des dangers des écrans pour 81% des enfants. Ça, c'est déjà pas mal, 80%. 78% des enfants veulent continuer à diminuer le temps d'écran après le défi. Notre grand problème, c'est quand on fait un atelier une fois, après on repart dans le bain d'écran, après on baigne tous, et il suffit de dire quelque chose, mais dans 10 minutes, on sera tous à nouveau sur les applications. Donc 78% disent qu'ils veulent continuer les efforts. 92% ont fait des activités proposées par les enseignants hors écran. 82% ont mieux dormi. 63% ont ressenti une différence positive pendant la semaine. Tout le monde a trouvé ça plutôt enthousiasmant. Je vais vous donner quelques témoignages. Une fille de CM1. J'ai plus joué avec mes frères et sœurs, ils ont fait le défi avec moi pour me donner du courage. Donc là, dans la famille, ils l'ont fait avec elle. Un adolescent du centre social Saint-Gabriel à Marseille. Je ne mange plus avec mon téléphone. Je discute avec ma mère et c'est mieux. L'enfant sait que l'école est derrière lui, ça facilite pour nous. Là, c'est une parent d'élève qui dit. Moi, je suis parent d'élève aussi. C'est très dur d'avoir un discours qu'on voit bien dans les médias et dans les associations et dans la réalité voilà, de dénonciation des dangers des écrans et d'arriver à l'école et de ne pas se sentir soutenu. Il y a cette réalité-là. Là, en l'occurrence, ce parent d'élève dit on s'est senti pour une fois soutenu dans ce qu'on ressent. Je me suis sentie heureuse parce que j'aime bien jouer, une enfant de CP, et j'aime bien celle-là. J'ai ressenti de l'air dans mon cerveau, ça m'a fait du bien, un enfant de CM2. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que ces défis-là, aujourd'hui, ça demande de la logistique, mais ça s'organise et ça intègre quand même l'ensemble de la chaîne, et ça marche. Et on est dans le faire, on n'est pas que dans exactement comme le projet, on est aussi dans le faire, et c'est ça qui compte.
passer le constat. Un deuxième projet qu'on mène, après je terminerai là-dessus, ça s'appelle Plus de livres et moins d'écran. Donc moi je travaille dans l'édition, on est plusieurs dans l'association très sensibles à cette question. On propose à un auteur d'intégrer notre dispositif de prévention, un auteur jeunesse qui aime animer, qui aime raconter des histoires. Et en gros, c'est comment faire naître le plaisir de la lecture. Là, en ce moment, c'est dans les centres sociaux, mais bon, ça peut s'étendre, auprès de jeunes qui ne voient jamais strictement un seul livre et qui ont entre 9 et 12 ans et ont tous un smartphone. Et donc, on intègre dans notre pédagogie, on a un jeu qu'on a créé qui s'appelle Déconnexio, qui est avec les claps, dont on a peut-être parlé déjà. On intègre dans notre pédagogie ce moment de discussion où on apporte des livres, l'auteur parle du plaisir de raconter des histoires, d'imaginer des histoires avec les enfants. Ils sont tous ravis, ils reçoivent l'exemplaire dédicacé. On distribue une bibliothèque au centre social, cette bibliothèque reste ensuite dans le centre social, donc ça crée comme ça une bibliothèque, on essaye d'élargir cela. Et l'idée, c'est de développer ce projet, d'intégrer des libraires, des bibliothécaires, enfin voilà. On est dans des zones, des centres sociaux où globalement il n'y a pas de service public, il y a peu d'accès aux livres, peu d'accès aux services publics en général. Et donc de voir un livre, de le prendre, enfin, ils sont très très désireux de ça et très très heureux de recevoir ça en fait. Donc voilà, ce genre de projet-là marche bien et on essaie de le développer, donc on croise les doigts pour que ça continue. Je vais avoir la chance de pouvoir jouer au jeu dans mon sac. On va passer la parole à Gilles Vernet, qui est professeur des écoles. Et Gilles Vernet, c'est un ancien trader dans les grandes banques internationales. Il a tout quitté en 2001 pour s'occuper de sa maman qui était atteinte d'une maladie incurable. Cette expérience l'a amené à se poser la question du temps, du rapport au temps. Et il a réalisé un premier documentaire avec ses élèves de CM2, Tout s'accélère. Et de ce documentaire, il en a écrit un livre. De cette expérience, il s'est dit que ça serait bien de recommencer. Et donc en 2023, il a réalisé cette fois-ci un autre film avec ses CM2 toujours. Qui s'appelle « Et si on levait les yeux ». Quitte à bien faire la promo. Et il en a aussi tiré un livre dans le même ordre. Il a d'abord fait le film, après le livre. Et qui s'appelle « Et si on levait les yeux ». On en a quelques exemplaires ici, si vous voulez les acheter auprès de Gilles à la fin. Et peut-être la question, moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais la question qui m'interpelle le plus dans tout ce qu'on s'est échangé, c'est quid de la culpabilité des parents et des professeurs, parce qu'on se sait soi-même imparfait. Et donc, malgré cette culpabilité-là, la mise en place des règles, et quel rôle des enseignants et auprès des enfants et auprès des parents? Alors, c'est un vaste sujet. Alors déjà, je voulais remercier Florent et Yves, parce que le titre du film le doit à l'association Lève les yeux, avec laquelle on était déjà en rapport depuis un moment, sur cette question clé. Je voulais poser une question juste pour, par amusement un peu. Si je vous dis Enoch Stag, levez le doigt ceux à qui ça dit quelque chose. Ah, quand même. Donc, finalement, donc c'est un YouTuber qui a fait, c'est juste pour dire dans quel monde on vit. Récemment, il s'est mis au défi de gravir l'Everest. Il a fait 30 millions de vues sur YouTube et il a rempli surtout en direct 200 salles pleines dans toute la France, ce qu'on va avoir du mal à faire un Marvel. Ça vous dit quand même le pouvoir que peut avoir Internet pour la jeunesse. Passage, et ça, utilisez-le à fond, parce que Enoch Stag, c'est une idole. À la fin, après avoir gravi l'Everest, il part à Cuba, et il fait un très long laïus pour dire que sa vie de youtubeur, c'était vraiment de l'illusion, que là, il travaille, il est dans le vrai, il n'a plus de téléphone, qu'il se sent bien comme jamais. Et alors là, les enfants, ils disent, là, ça les touche, c'est comme ça, il les fait réfléchir. Mais c'était juste pour vous dire qu'il ne faut pas qu'on s'inscrive dans un déni de réalité. C'est extrêmement présence numérique et à plein d'égards, c'est quand même utile. Et puis moi, je voulais aussi dire, parce que je le dis dans mon livre, j'ai été un ancien gamer.
Donc je sais, et je m'en suis à peu près sorti, mais je jouais avec un ami polytechnicien à Tours, pour ceux qui connaissent, mais des semaines entières, hein, c'était véritablement... voilà. Et j'ai tué personne, c'est un jeu, un shoot 'em up, on tire sur des monstres. Voilà, donc la réalité est complexe, et ce que je veux dire, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il faut arriver à composer, c'est plutôt là-dedans que je vais m'inscrire. Néanmoins, les impacts que je vois sur mes élèves sont colossaux. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce film. Alors les impacts, ils ont été largement vus, je voulais juste dire, moi en tant qu'enseignant CM2 en réseau d'éducation prioritaire, ce que je ressens. D'abord, il y a clairement l'attention, ça c'est l'évidence, et la mémoire. Récemment, je fais vraiment, je me montre que la fraction 1,5 égale 0,5, je le répète 3 fois la veille, le lendemain je remobilise la connaissance, 3 élèves sur 20 lèvent la main. Ils ne mémorisent pas d'un jour sur l'autre, c'est une vraie question. La capacité à fixer son attention est majeure. À l'école, c'est évident. On le sait tous, hein, l'attention. Les élèves attentifs sont les élèves qui réussissent, c'est notoire. Le goût de l'effort. C'est-à-dire, c'est pas, ils ne font pas l'expérience de l'effort. Pour avoir le goût de l'effort, il faut avoir gravi la montagne et être arrivé au sommet. Et dire, wow, c'est beau, parce qu'on en a bavé pendant toute l'ascension. Mais le goût de l'effort, il vient quand on fait l'effort. Or, tous ces outils digitaux, vous savez, ça s'appelle la lazy economy. C'est vraiment un secteur identifié par les marchés financiers, justement. Ils se font un fric de fou là-dessus. Bah, c'est Amazon, c'est Deliveroo, Uber, enfin toute la clique de tout ce qui vous permet de rester sur votre canapé et de tout commander depuis. Donc les conséquences, je les vis. Et la principale, celle sur laquelle vraiment je voulais insister, parce que celle-ci, elle me sert beaucoup pour marquer les esprits des enfants comme des parents, c'est le langage. Noam Harari a dit que l'intelligence artificielle est en train de pirater le operating system de l'humanité. Disant, c'est le langage. Ça a été très bien dit sur les 3 phases, langage, écriture, etc. Mais c'est juste crucial. Il y a à ce passage, dans Notre-Dame de Paris, un passage de Victor Hugo sur le livre qui s'appelle « Ceci tuera cela, le livre tuera l'édifice », qui est sublime, sur une célébration de ce que peut apporter le livre. Le langage est vraiment en danger, c'est un drame. C'est-à-dire que les enfants, non seulement manquent de vocabulaire cruellement, ça on sait tous, les études le montrent, mais évidemment le passé simple pour ceux qui ne lisent pas est une énigme, mais au-delà de ça, ils n'arrivent plus à argumenter. C'est-à-dire, j'ai eu des enfants, beaucoup pendant le Covid, qui me disaient « Maître, vous pouvez venir, j'arrive pas à le dire ». C'est-à-dire, j'ai l'idée, il y a quelque part dans ma tête le truc, mais les mots, la structure syntaxique manque pour le dire. Alors, une des clés que j'essaie de leur faire comprendre, je leur dis ça, que rien ne déterminera plus dans leur vie, et c'est une vérité à qui on peut se dire, que la manière dont ils parlent et le langage dont ils disposent. Rien, plus que leur couleur de peau, plus que la richesse des parents, plus que tout ce qu'on veut. C'est ce qui nous détermine et ce qui nous permet d'avoir une vie affective heureuse et une vie professionnelle globalement heureuse. Et je leur dis, et après on leur expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec le langage. En fait, évidemment, la lecture, dans le livre, j'ai un éloge de la lecture, et il faut qu'on se batte absolument, nous les enseignants, mais mordicus, c'est un peu les écrans ou nous, hein, par rapport à la lecture. Il faut vraiment qu'on se batte. Je pense qu'il même faut rendre la lecture parfois un peu obligatoire, même si on veut développer le goût, il y a aussi qu'à un moment, il faut qu'ils s'y mettent. Mais le plus grave, c'est la rupture des échanges langagiers dans la famille, entre parents et enfants, et entre frères et sœurs. Et je vais vous raconter hier, alors ce film, ce qui est merveilleux avec ce film, dans lequel j'ai justement donné la parole à mes élèves, et ils sont subjugants dans ce qu'ils disent. Quand on donne la parole aux enfants, ils ont besoin d'en parler. Je me retrouve actuellement, grâce à ce film, dans des projections où j'ai des salles entières de cinéma remplies par 6 classes de CM1, CM2, ou de collège, etc. C'est hallucinant. Ils veulent tous dire un mot. Et hier, il y avait un truc qui nous a bouleversé, tous les adultes et même les enfants étaient là. Il y a un enfant qui prend la parole à un moment et puis dit « Voilà, moi, je vous le fais un peu comme ça, je rentre à la maison, alors papa, je vais le voir et puis je lui dis je voudrais qu'il soit, il trouve pas c'est bon, et puis il fait « Mais papa, il est malin !» et il commence à pleurer. Et je vous jure qu'on était tous bouleversés. Parce qu'après, il parle de sa mère, de son frère. Et on se dit, mais quel enfer, quoi. Et souvent, dans le film, ressort, ils le disent,
le manque de lien. Et Sabine Duflo le dit merveilleusement sur le fait que c'est la solitude qui mène là-dessus quand on propose autre chose, du sport, quand on propose de l'affection, quand on est là. Bon, les écrans, ils ont quand même moins d'impact. Juste pour revenir sur ce qui était dit, c'est vrai, il faut quand même se rendre compte que pourquoi les écrans sont devenus un tel drame. Il y a deux raisons, selon moi, principales. C'est cette commercialisation de nos enfants, cette commercialisation du réseau. Ma fille me cite, elle se reconnecte à TikTok après 3 mois de coupure, parce qu'il faut savoir se couper pour bosser, et elle me dit que l'algo lui envoie une vidéo d'une enfant de 6 ans, qui est face caméra et qui est là. Alors pour le blush, moi je trouve que celui-là il est vraiment super. Et puis alors les ongles, et elle me mime. Alors les ongles, là regardez, voilà, 6 ans. Vous commercialisez un enfant à 6 ans, c'est un enfant sandwich à 6 ans, mais il y a plein d'enfants qui regardent ça et qui pensent matériel, qui pensent maquillage, qui pensent apparence, etc. etc. Alors ça m'amène d'ailleurs à dire un truc, je voulais aussi partager qu'est-ce qui marche dans les projections pour percuter les esprits. Et les esprits des ados, le moment, parce que vous savez, quand on échange, on sent que les enfants sont là, comme ça, et je leur dis, parce que je vais vous dire un truc, les réseaux, ils en ont rien à cirer, comme ça je dis, de votre santé physique ou mentale. Que vous soyez déprimé, rien à cirer. Vous allez bien, c'est pas leur souci. C'est absolument pas leur souci. Et même, évidemment, on le sait tous, si vous n'allez pas très bien, c'est peut-être même plus favorable d'une certaine manière. Vous savez le cas récemment d'une enfant qui a des tendances dépressives, qui est sur TikTok. Elle se connecte, TikTok renvoie plus sur l'algo que des contenus sur la dépression, puis finit par lui envoyer comment réussir son suicide, et elle réussit son suicide. Exemple d'un côté totalement immoral, délétère du truc. Quand on leur dit ça, voilà, c'est les avertir en quelque sorte. Il y a aussi Netflix, vous connaissez la phrase du patron de Netflix, pour montrer le cynisme quand même qui anime ces gens-là, qui dit notre dernier concurrent, c'est le sommeil. Voilà, pour l'éducation physique. Donc quand on leur dit ça, quand on leur dit ça vous plaît d'être les dindons de la farce, ça vous plaît d'être des jouets comme ça, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que notre parole d'enseignant, elle doit être percutante, elle doit être incarnée, forte. On sait. Et je trouve qu'un des drames aujourd'hui, tu en parlais, mais que les enseignants ne s'autorisent plus vis-à-vis des parents, ils ont vachement peur des parents trop souvent. Et il ne s'agit pas de... Parce que la coéducation, très bien, mais on sait quand même plus de choses sur l'éducation souvent que les parents. C'est un peu violent de dire ça, mais c'est quand même vrai. En tous les cas, dans certains milieux, c'est évident. Et les parents sont demandeurs, en réalité, d'une prescription. Ils sont demandeurs d'être accompagnés, d'avoir des conseils assez fermes. Et puis, quand les parents ne comprennent pas, moi je leur dis, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, nous, on ne sera pas là. Mais sachez que si vous faites ça, voilà les conséquences. Dans le film, on me dit toujours, vos enfants, ils parlent super bien, les élèves. Oui, mais on fait énormément d'ateliers de langage, on parle, on lit. Mais surtout, les 3 qui parlent super bien et qu'on retient, nos 4, ils sont 4. Et les 4, c'est ceux, quand on regarde et quand ils disent leur temps d'écran, c'est eux qui ont 1h30 d'écran par semaine. Les autres sont à 4, 5, 6, par jour. Ne réponds pas. Voilà, donc cette idée d'autorité de l'enseignant et aussi l'autorité du parent. Parce que combien j'entends de parents qui disent « je suis démuni ». Alors, un des drames, on le sait tous, c'est les mères seules face à des adolescents addicts au dernier degré au jeu ou au réseau, et où là, la violence rentre en jeu. Enfin, elles en ont pratiquement peur. C'est pour ça qu'il faut commencer très tôt. Il faut commencer vraiment très tôt cette éducation, nous, en tant qu'enseignants, et puis la communiquer aux parents, sans doute lors de la réunion. Je pense que toutes les écoles devraient faire une réunion de rentrée avec un gros chapitre. Alors ils invitent Agnès Ducanda, comme moi j'avais invité Agnès Ducanda, les parents ont adoré. Et les parents, ils ont dit aussi, pendant cette réunion, ils ont dit, ça nous fait du bien parce que on se sent moins seul quand on dit à notre enfant, maintenant tu vas arrêter. Bah oui, mais regarde à l'école, on a une dame, il y a le prof, il te dit, tu vois bien que c'est pas bon. Ils sont légitimés. Ils ont besoin de ce support pour se sentir légitimés à mettre des barrières à leur enfant. Ça les aide dans tous les cas. Et puis évidemment, quand ils sont plusieurs à se mettre d'accord pour ne pas offrir de smartphone, ça marche mieux. Et un point pour aussi, c'est de parler de culpabilité. Déculpabiliser les parents et bien expliquer aux enfants. Et alors ça, j'aimerais vraiment bien qu'on le partage. C'est que on est tous en contradiction dans des situations souvent hyper pénibles par le travail et surtout par un point qui est très peu mentionné.
c'est l'exponentielle des communications. Tous autant qu'on est, on s'est retrouvés en 10 ans avec, après les mails, les SMS, les WhatsApp, puis les télégrammes, les messengers pour les ados, messagerie Snapchat, messagerie Insta, messagerie TikTok. Ça sonne en permanence, l'impossibilité de se concentrer est évidente, et c'est quelque chose auquel il est difficile d'échapper. Autant il est difficile, on peut se dire, je ne vais pas me mettre sur mon réseau, pour ne pas me faire avoir, je ne vais pas me mettre sur mon jeu, mais quand on reçoit les messages, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, je m'en fiche, les gens vont mal le prendre, il y a des enjeux affectifs pour les adolescents, voilà. Et donc, face à ce déversement de communication totalement envahissant, la seule solution qui s'impose, c'est de sanctuariser des moments de déconnexion. Donc, on sera obligé de répondre aux communications, nous aussi. Donc, sanctuariser dans la famille des moments de déconnexion, sanctuariser évidemment à l'école. L'école, c'est le sanctuaire. Et pourvu que ça dure, moi personnellement j'ai des tablettes aussi dans mes classes jamais utilisées, et j'ai un TNI, et là par contre je suis pas d'accord, je trouve que le TNI, il y a plein, enfin on peut pas balayer le numérique, il y a plein de trucs intéressants quand même dans le numérique, qu'on peut montrer par un TNI, des tableaux, des films de Charles Chaplin aussi, un point fondamental, les guider, pitié, les guider vers les bons contenus. J'avais un enfant il y a 2 ans qui me dit mais maître, vous parlez de Zweig et de Magellan, mais moi j'ai vu il en savait plein sur Magellan, il connaissait comment il s'était fait trahir et tout. Je dis mais d'où tu sors ça? Il dit bah moi j'ai regardé la série Magellan sur Arte. Je suis rentré chez moi, bon, je me suis fait 3 fois 52 minutes sur Arte, c'était génial. L'enfant qui est éduqué et guidé, il a une culture monstrueuse, même scientifique aussi. On ne peut pas balayer. Le problème, c'est cet accaparement par les communications. Souvent, tu fais quoi, t'es où, voilà. Ou l'addiction voulue et recherchée par les grands groupes au jeu ou au réseau. Et donc c'est l'idée d'alterner les rythmes. Je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de vivre avec ça et les éduquer à bien l'utiliser. Alors dans mon livre, je parle beaucoup à la fin, il y a aussi les guider vers autre chose. C'est bien beau de dire « c'est pas bien !» Au passage, toute notre mauvaise conscience, très souvent, elle se déverse sur le pauvre môme qui n'a rien demandé. « Qu'est-ce que tu fais? T'es encore sur l'écran ?» Alors ça fait 20 heures qu'on est dessus. Et parce qu'en fait, on ne se sent pas bien de nous-mêmes. Il y a une forme de compensation. Voilà, donc les guider et les emmener vers autre chose, le sport, la randonnée. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, la nature. La nature. Là, honnêtement, balancer un gosse dans un jardin, en général, vous êtes tranquille pour un moment. Pour le film, quand on a fait le film, pendant 10 jours, on est parti. Ils sont partis avec leur téléphone. Pendant le trajet, ils se regardaient leur téléphone, ils n'ont rien vu. Ils ont traversé la France, rien vu. Puis arrivé sur place, je leur dis dans le panier le téléphone. Ils mettent dans le panier, et là ils s'égayent. Il y avait un bois et puis un terrain de foot. Et pendant l'après-midi, je suis tranquille, j'ai plus rien à faire. Ils sont là en train de construire des cabanes. Et pendant les 10 jours qu'on suivi, pas un n'a demandé le téléphone. Ça corrobore ce que disait Sabine Duflo dans mon film sur, sur le fait que quand on est là, ils en ont beaucoup moins besoin. Et ce qu'ils ont dit, ça m'a frappé, ils ont dit 2 choses que ça leur avait apporté. Le contact à la nature ça change tout le temps, on ne s'ennuie pas dans la nature, ok. Et l'autre, c'est, et ce qui m'a le plus surpris, parce que je ne l'avais pas vu venir, c'est l'amitié. Ils ont dit, ici, là, on était là, on parlait, quand on marchait, j'ai découvert un tel, on est devenus copains, et puis, etc. Et c'était des soirées pyjama tous les soirs, se retrouver, le lien. Ça, c'est vrai que, et quand je vous donne cet exemple de cet enfant qui m'a bouleversé hier en pleurant, en disant, papa, vous voyez, c'est une chaise vide qu'il a, le gosse. Et ça, ça nous interroge tous. Dans le métro, de temps en temps, on se sent un peu froid. Hein. On croise un regard, c'est un trèfle à 4 feuilles, c'est le miracle. On est là, un sourire encore mieux. Mais bon. Donc c'est une société qui n'est pas facile, pour eux comme pour nous. Voilà. Et puis, la clé, alors je voulais juste... le plaidoyer sur la langue française, et puis ça montre aussi que le smartphone, on peut le sortir aussi dans une séance comme celle-ci. Juste, on parle beaucoup de harcèlement. J'ai trouvé un texte que je voulais partager avec vous, pas en entier parce qu'il est trop long, c'est un poème de Victor Hugo. Alors je serais curieux de savoir, parce que moi je ne le connaissais pas, on me l'a fait découvrir il y a 5-6 ans, qui connaît le crapaud? Bravo. C'est dans les contemplations, et donc ça raconte, je l'utilise énormément contre le harcèlement, enfin pour éveiller à la question du harcèlement. Et ça raconte l'histoire d'un crapaud qui se balade, et puis il y a
un prêtre qui passe et puis il lui met son talon sur la tête et puis une dame lui crève l'œil avec l'ombrelle et les enfants voyant ça arrivent, entourent le crapaud et voilà ce que dit Hugo. Vinrent 4 écoliers sereins comme le ciel. J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel. Tout homme sur la terre où l'âme erre asservie peut commencer ainsi le récit de sa vie. On a le jeu, l'ivresse et l'aube dans les yeux. On a sa mère, on est des écoliers joyeux, des petits hommes gais, respirant l'atmosphère à plein poumon, aimés, libres, contents. Que faire, sinon de torturer quelque être malheureux? Le crapaud se traînait au fond du chemin creux, c'était l'heure où des champs les profondeurs s'azurent. Fauve, il cherchait la nuit. Les enfants l'aperçurent et crièrent « Tuons ce vilain animal, et puisqu'il est si laid, faisons-lui bien du mal. » Et chacun d'eux, riant, l'enfant rit quand il tue, se mit à le piquer d'une branche pointue. Ils massacrent le truc, c'est une horreur, ils élargissent le trou de l'œil crevé. Là, les enfants font « Ah !» Comme ça, ils n'aiment pas qu'on maltraite les animaux. Et puis, ils sont prêts à l'écraser. Il y en a un qui prend une pierre, il est prêt à l'écraser. Puis, il y en a un autre qui dit « Non, regarde, il y a un âne qui est avec la charrette, attends, il va rouler dessus, c'est bien plus amusant. » Donc, l'âne arrive, il est battu par l'ânier, etc. Et puis, au dernier moment, il voit le crapaud et évidemment, il donne un coup de collier et il évite le crapaud. Et voilà ce qu'écrit Hugo à la suite de ça. Je retrouve, pardon, c'est le scrolling, c'est moins facile que sur une feuille. Voilà, il dit, les enfants... Pardon, excusez-moi, voilà, alors lâchant la pierre échappée à sa main, un des enfants, entre parenthèses, celui qui conte cette histoire, Victor Hugo, qu'ils adorent, hein, parce que Victor Hugo, il a défendu les enfants, les pauvres, tout, il a tout bon. Sous la voûte infinie, à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Sois bon ». Le baudet qui, rentrant le soir, surchargé, là, mourant, sentant saigner ses pauvres sabots plats, fait quelques pas de plus, s'écarte et se dérange pour ne pas écraser un crapaud dans la fange. C'est un abject souillé, meurtri sous le bâton, est plus saint que Socrate, est plus grand que Platon. Veux-tu trouver le vrai... tu cherches, philosophe, ô penseur, tu médites. Veux-tu trouver le vrai sous nos brumes maudites? Crois, pleure, abîme-toi dans l'insondable amour, quiconque est bon, voit clair dans l'obscur carrefour. Voilà. Et alors, voilà, c'est Hugo qu'on va applaudir quand même. C'est une belle action. Et ce que je veux vous dire, c'est que le pouvoir de la langue, je vous assure, quand on le fait goûter aux enfants, c'est comme si on ouvrait une porte. Et Hugo, comme d'autres, hein, enfin on n'en manque pas, mais avec une certaine exigence. Hein. Vous savez que le Club des 5 a été revu sans passé simple, avec plein de mots édulcorés. Il faut aller chercher des textes, faut pas, à partir d'un certain âge. Parce que quand on les nourrit avec du nectar plutôt qu'avec de l'eau plate, ils vous en sont grés. Je vous remercie. Voilà. On va passer la parole à Olivier Leport, qui est père de 2 enfants, l'un en CM2, l'autre en 6e, et qui est un parent particulièrement engagé puisqu'il est à l'origine de l'initiative le Pack Smartphone, qui est un mouvement qui vise à mobiliser tous les autres parents pour retarder l'acquisition du premier smartphone de leurs enfants. Merci. Merci Céline. Alors je ne suis pas enseignant, je ne suis pas non plus... je ne travaille pas non plus dans le domaine de la santé, je suis un simple parent. Juste pour revenir sur Hugo, j'ai récemment demandé la version intégrale des Misérables à ma très grande médiathèque dans ma commune et ils n'avaient pas la version intégrale, ils n'avaient que des versions abrégées. Même chose pour beaucoup d'autres classiques, mais par contre on a beaucoup de jeux vidéo. Alors je vais vous expliquer un tout petit peu mon chemin parce que ça pourra... certaines personnes pourront s'y retrouver. Je me suis posé la question, j'ai un peu le même parcours que Isabelle par rapport à l'éducation, c'est-à-dire que mes enfants n'ont pas d'écran du tout, si ce n'est des films partagés en famille, des moments choisis, sélectionnés. Et puis je me suis posé la question il y a un moment en me disant mais comment je vais faire pour les protéger du smartphone, parce que j'aurais peut-être pas forcément le choix de ne pas en donner si tous les copains en ont. J'étais membre d'association de parents d'élèves à ce moment-là. Et je m'étais posé la question d'organiser une conférence de sensibilisation. Dans mon asso de parents d'élèves, je voyais bien que ça n'intéressait pas une majorité de parents, que c'était difficile à faire passer comme sujet.
Et puis ça se renouvelle, et puis les nouveaux parents, bien sensibilisés par toutes les vidéos, les interviews d'Annelise, de Sabine et de tous les collectifs, ça finit par progresser, et un renouvellement de majorité. J'ai bien vu que j'étais plus tout seul sur la question, j'ai proposé d'organiser une conférence, et tout le monde m'a dit oui. J'ai contacté Yves-Marie, qui m'a donné des noms, Julie Perel-Nédélec notamment, et d'autres, et puis on a organisé cette conférence. La mairie nous a suivis, elle nous a donné des moyens, on a rassemblé toutes les écoles primaires, on a réussi à avoir 200 personnes avec des intervenants qui ont beaucoup d'expérience sur les médias, Elisabeth Baton-Hervé, qui étudie les médias depuis 40 ans, et puis François Carré, qui est sur la sédentarité, et puis on avait une psychologue clinicienne comme animatrice. Ça m'a permis de lancer l'idée d'impact que j'avais depuis longtemps, et je voyais finalement qu'en Espagne, ils venaient de le lancer avec succès. Je me suis dit, faire quelque chose comme ça. Donc j'ai rédigé un texte de pacte que j'ai fait réviser par des professionnels de santé, des enseignants, des journalistes qui étaient sensibilisés sur la question, pour qu'il soit difficilement attaquable et sourcé, qui expliquait pourquoi il fallait faire pacte et comment le faire à une échelle locale, avec l'idée derrière de se dire si les copains de mes enfants n'ont pas de smartphone, c'est plus facile de lui dire non. Donc on a lancé ce pacte dans l'île-et-Vilaine, ça a pas mal marché, c'était sur change.org, c'était facile à faire, je suis cadre dans le privé à temps plein, donc c'était quelque chose que je faisais la nuit, et je voulais quelque chose de très simple, et puis assez rapidement, il y a eu d'autres parents qui m'ont contacté en me disant comment faire pareil, donc je leur répondais, je leur donnais les clés pour faire la même chose, et puis on s'est retrouvé avec 22 pactes sur change.org par département. Et ça devenait compliqué de se compter, ça devenait compliqué de gérer ça. Et puis on a décidé de changer l'approche, et on a une approche maintenant qui vient expliquer le fait que c'est pas une pétition, c'est un pacte. Les parents s'engagent à ne pas donner de smartphone avant 15 ans, donc c'est assez difficile, c'est assez engageant. Donc l'approche qu'on a lancée maintenant, vous pouvez la voir sur pactesmartphone.fr. Concrètement, on a écrit ce texte du pacte qui explique le principe de l'engagement. On donne aux parents des outils pour créer les conditions d'un dialogue avec les enseignants, les directeurs d'école, pour faire signer ce pacte, pour coaliser et s'aimer. On leur donne des brochures qui ont été rédigées par des parents, on leur donne des exemples de discours qu'ils peuvent tenir, des vidéos, et j'ai hâte d'avoir un certain nombre de vidéos de la journée d'aujourd'hui parce que ça va nous faire des outils pour aider ces parents à faire coalition. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. J'ai une maman encore qui m'a appelé hier, elle me dit j'ai rendez-vous avec la directrice, j'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'à l'issue de ça, mes enfants ne vont pas se faire virer de l'école. Voilà le genre de questions que se posent des parents. Une communauté WhatsApp, alors je sais, c'est encore des messages, des notifications, etc. Donc on a une approche où finalement on a un call par mois, des messages, peu de messages, on essaie d'être très raisonnable. Et on essaie surtout de créer et de donner des outils et des façons de faire pour faire des coalitions. Et puis on s'inspire aussi de ce qui est fait en Angleterre, en Espagne, en Italie. Et on fait évoluer notre approche. Alors, il y a une question qui a été posée, c'est que peut faire l'école sur la question. Moi je pense que le collège, mais l'école primaire aussi, doit avoir une position très claire sur la question et rappeler à chaque rentrée scolaire, je pense notamment au collège, que le smartphone doit être interdit dans l'enceinte de l'école. Alors ça c'est la position la plus ferme. Ça simplifie grandement la question des casiers, mais très peu de directeurs d'école sont capables de prendre cette décision. Par contre, d'autres sont capables d'avoir un discours très ferme en rentrée scolaire et d'avoir un système qui a l'air de fonctionner dans le collège de mon fils, mais il est en 6e, donc j'ai pas encore beaucoup de recul, qui est de rappeler que le smartphone doit être invisible, éteint. S'il est saisi, ce sont les parents qui viennent le chercher. Ça déjà, ça change un peu la donne. La directrice d'école avec qui j'ai eu un long échange l'année dernière a tenu un discours très ferme à la rentrée devant tous les parents de 6e, qui était assez inspirant pour le ventre mou.
L'année dernière, elle me disait Olivier, c'est quand même un problème de parents. Je lui dis c'est un problème de parents peut-être, mais si l'école est très claire, l'école elle peut convaincre le ventre mou, elle peut donner une vision. Et donc dans son discours, la directrice a expliqué que pour les enjeux de sécurité, il existe des 9 touches. Il existe d'autres solutions que le smartphone. J'ai même vu un enfant de 6e rendre son smartphone à sa mère à la suite du discours, dans un amphithéâtre comme ça, avec beaucoup de parents. C'était très fort d'un point de vue symbolique. L'école, elle peut faire aussi, elle peut aider à sortir du « mais tous mes copains en ont, papa, tous mes copains en ont ». En fait, faire un sondage à destination des parents et factualiser le taux d'équipement en 6e, au moment où c'est le plus bas de l'année, parce que ça ne fait que monter, c'est quand même assez intéressant parce que ça montre que X% des enfants ne sont pas équipés. Ça permet de comparer dans le temps, rentrée scolaire après rentrée scolaire, parce que la dynamique, elle est là. Tout le travail que vous avez fait depuis des années, elle est en train de créer cette dynamique. Et si on veut transformer, pour faire basculer le ventre mou, il faut montrer que la minorité, elle commence à devenir significative. Ça va permettre aussi, ce que je disais à la directrice d'école, de faire des comparaisons entre écoles. Et à un moment donné, il y a des parents qui vont faire des choix en se disant, pour ceux qui ne sont pas en milieu rural et qui ont le choix, et bien finalement, dans ce collège-là, ils sont à 30%, dans ce collège-là, ils sont à 50% d'équipement. Je vais choisir tel collège pour mon enfant. Et ensuite, l'école doit faire plus de préventif vers les parents primaires. Aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup d'actions de sensibilisation qui sont faites par des professionnels de la conférence, dont tous ne sont pas forcément très indépendants. Merci au collectif Attention de lister les intervenants qui sont indépendants. Elles expliquent comment limiter les risques dans un contexte qu'il faudrait faire avec les écrans, avec les TV, avec la télé, les jeux vidéo, les smartphones. Elles sont faites en curatif face à une population de collégiens majoritairement équipés et leurs parents. Et il y a très peu de parents dans la salle. Moi, ce que je préconise, et ce qu'on préconise, c'est de faire du préventif impactant en primaire à des moments où tous les parents sont présents et par des personnes qui sont capables de les toucher. Donc Gilles le disait, et je suis 100% d'accord avec lui, quoi de mieux qu'un enseignant pour toucher les parents, un enseignant qui est capable de parler avec son cœur et avec sa légitimité d'enseignant. Mais ça peut être aussi le directeur d'école, ça peut être des parents. Pour tenir quel discours? Alors, moi j'ai fait l'exercice il y a 10 jours devant 120 parents de CM. C'est pas forcément évident parce que j'ai pas la légitimité de l'enseignant, j'ai pas la légitimité du professionnel de santé. Mais j'avais la confiance déjà de l'équipe enseignante, de la direction, puisqu'ils me connaissent depuis un moment. Je suis à l'association de parents d'élèves, j'ai accompagné les CM en voyage scolaire et je vois bien ce que tu veux dire Gilles et quel bonheur. Donc déjà ils me connaissaient et puis ils m'ont laissé tenir un discours à un moment où il y avait tous les parents. Les parents sont venus pour la rentrée scolaire, ils n'étaient pas forcément venus pour ça. Ça m'a permis de toucher tous les parents. Et pas que les 15% d'informés CSP+, puisque c'est ce que j'avais quand même dans la conférence. Certes, on a eu 200 personnes, mais en fait on a brassé dans toutes les villes environnantes. Et à la fin, on s'est bien rendu compte qu'on était sur les 15% de très informés. Et donc ils m'ont laissé tenir un discours. Ce discours, il est sur notre site, packsmartphone.fr. Vous pouvez vous en inspirer pour les parents, pour ne serait-ce qu'obtenir des rendez-vous avec la direction d'école. Ça peut être un outil. On a aussi des vidéos d'enseignants qui s'expriment sur la question, qui peuvent vous permettre d'obtenir des rendez-vous avec la direction de l'école. Et alors, à quel moment il y a les réunions de rentrée, CE-CM, ou les voyages scolaires. C'est des moments où il y a tous les parents, parce qu'il faut absolument avoir tous les parents. Ça ne prend pas forcément très longtemps. Et après, si malgré tout, il y a des intervenants extérieurs qui sont sélectionnés pour sensibiliser sur des interventions longues, il faut s'assurer que le discours il commence toujours par les avantages à ne pas donner d'écran à son enfant comparé aux bénéfices de le faire. C'est simple, c'est un tableau avec 2 colonnes, il y a un tableau qui est vide et l'autre qui est rempli. Dans l'école primaire de mes enfants, il y a une association qui est intervenue pour expliquer comment bien utiliser les jeux vidéo, gérer les âges sur les films, les bons usages sur Internet. J'ai failli me laisser berner et il manquait cette introduction sur les avantages d'avoir une éducation avec peu d'écran, mais qui vacille la branche sur laquelle il est assis. Donc je vous invite à aller voir notre site internet qui s'appelle packsmartphone.fr. Sur la page d'accueil, vous pouvez signer le pacte. Alors c'est mieux si vous allez le lire quand même, pour vous assurer que vous en êtes d'accord. Il y a une page qui l'explique. Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe WhatsApp. On a un call par mois et on échange avec les parents sur comment
créer les conditions d'un dialogue, faire des actions de prévention et engager la discussion. Voilà. Merci. Merci beaucoup Olivier. Alors on va conclure cette table ronde avec Sabine Duflo qui nous a déjà parlé ce matin, qui est psychologue clinicienne spécialisée dans l'addiction numérique des enfants, si on peut dire comme ça, mais en tout cas qui a monté une consultation pour l'addiction numérique, qui a écrit un livre quand même, elle est venue avec plusieurs livres, je pense que c'est ce que je recommande vivement. Il ne décroche pas des écrans, comment protéger nos enfants et adolescents, et qui donne des exemples concrets, donc si vous voulez l'acheter à la fin, c'est possible de se rapprocher de Sabine. Dans le témoignage que tu as partagé ce matin, j'ai été touchée par déjà ton thème d'horizontalité entre parents, profs et enfants, et cette difficulté du coup à mettre les règles. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais ça me donnait dans ton témoignage. Et puis tu nous as dit que comme c'était une addiction, même si on a quelqu'un qui a un problème d'addiction aux écrans, un enfant d'autant plus, même si on lui dit qu'il va avoir le droit qu'une heure par jour, il va penser toute la journée à cette heure où il va enfin avoir le droit. Et en même temps, on a bien vu cette nécessité dans notre société qu'à partir d'un certain âge, on leur donne plus ou moins accès. Enfin, quand on voit les temps, on se dit que 4 heures, c'est pas beaucoup, 4 heures par jour, alors que 4 heures par jour, normalement, c'est quand même être énorme. Concrètement, quelles mesures de prévention ou quelles mesures, et une fois qu'on est déjà en dessous de cette addiction, quelles mesures pour s'en sortir? Peut-être au regard des enfants que tu vois en consultation, c'est plutôt les mesures. Ouais. J'avais préparé une petite synthèse. C'est la synthèse aussi. Non, c'est les deux. Non, je vais être courte. Non, oui. Je pense que aujourd'hui, c'est une question essentielle que doit se poser tout futur parent, en fait. C'est avant d'être parent d'enfant, il doit se dire, ben voilà, j'ai une habitude qui me prend 6-7 heures de ma journée et je vais devoir la lâcher pour m'occuper de cet enfant si je veux que mon enfant grandisse bien. Est-ce que je suis prêt ou pas? Parce que c'est vrai que franchement, c'est plus pénible un enfant qu'un smartphone, quoi. Enfin, c'est quand même. Donc, on n'est pas obligé de répondre, voilà. Mais au moins, on doit se poser la question. Donc, la prévention, elle devrait être faite dès, en fait, les préparations à l'accouchement, voilà, parce qu'on doit se préparer à devenir parent. C'est très important à ce moment-là. Et puis, une autre question essentielle, c'est aussi, quel est ce rapport que j'ai, moi, à cet écran? C'est la première question à se poser avant de devenir parent, et aussi si on est un professionnel de l'enfance. Parce qu'on l'a vu ce matin, aujourd'hui, n'importe quel professionnel de l'enfance, qu'il soit médecin, enseignant, psychologue, voilà, professionnel de l'humain, j'ai entendu ça, doit prendre en compte cette question, sinon il est à côté de la plaque, sinon il ne comprend pas, il loupe quelque chose. Et évidemment, cette prise en compte, ça nous oblige, on l'a vu, à repenser à la fois le cadre. On est obligé de poser un cadre limité, demander à ce que ce soit éteint, etc. Et repenser aussi ce qui fait le contenu de notre enseignement. Là, il y a des solutions qui sont repensées. Ça veut dire d'abord penser à libérer l'enfant de cette emprise. Parce qu'un enfant qui est sous le joug d'une addiction à ces écrans, eh bien, il est plus disponible en tant qu'enfant vis-à-vis de ses parents, il n'est plus disponible aussi en tant qu'élève. Et donc, on l'a vu, il y a des propositions, voilà, mais qui supposent un fort investissement. C'est ce que proposaient Erwan et Cécile, je crois, d'aller le chercher pour lui proposer des activités. Moi, par exemple, voilà, je travaille avec des... L'année dernière, j'ai proposé un groupe pour... Il y a trop d'enfants qui sont engloutis qui vont avec des phobies scolaires, qui sont en fait des addictions à Fortnite, qui sont
bah, bien sûr, il y en a plein qui sont rebaptisés ou qui sont harcelés, cyber-harcelés, etc. et tout. Et donc, je sais pas, je me suis dit, bon allez, je les mets tous ensemble. En gros, le point commun, c'est qu'ils passent leur vie sur les écrans pour jouer ou pour se harceler. Bon, voilà. Donc, je les mets ensemble. J'ai eu surtout un groupe de petits garçons de 6e, 5e, 4e, plutôt speed, plutôt FPS, tout ça, plutôt malin. Et j'ai sorti des jeux de société. Et en fait, je me suis aperçue qu'un certain nombre étaient ensemble dans le même collège. On a plusieurs collèges et certains étaient des harceleurs et d'autres harcelés. Et ça a super bien marché parce qu'en fait, il y avait une activité commune qui était le jeu, toujours des jeux de société. J'ai essayé que ce soit plutôt par équipe que des défis. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que, alors déjà, alors évidemment, à côté, il y avait un travail avec le parent pour déconnecter et tout ça, mais ce que ça fait, c'est qu'ils avaient une expérience inédite d'être dans un groupe et bien ensemble. Et ensuite, au collège, eh bien, ça s'est retrouvé parce que dans la cour, le harceleur se mettait à parler avec le harcelé parce qu'ils avaient bien rigolé la veille ensemble et que ça ils n'avaient pas eu l'occasion de le faire avant, tout simplement. Voilà. Donc on en est là, il faut réinventer les façons de travailler avec les enfants. Je voudrais dire que, terminer en disant que, je pensais à Yves qui a fait ce travail énorme de cartographier l'ensemble des associations qui sont engagées dans un travail de prévention. En fait, nous sommes nombreux à être gênés dans notre boulot par cette présence, cette trop grande présence des écrans. Il y a évidemment les professionnels de l'enfance, de l'adolescence. Mais il y a quelques mois, je racontais, j'ai été contactée par la présidente, ou quelqu'un qui est en charge de la prévention à ProBTP. Alors ProBTP, c'est le numéro 1 du bâtiment en France. Ouais. Donc il m'appelle, numéro 1 des assureurs du bâtiment. Et en fait, moi j'aime bien la rencontre, c'est pour ça que j'y vais. Bon. Et elle me dit, bah oui, voilà, nous on cherche à rassembler un petit peu des experts. Parce que vous savez, il y a un énorme problème dans le bâtiment, mais pas que. Il y a une augmentation énorme des accidents du travail et on a mis du temps avant de remonter jusqu'à l'origine. Parce que voilà, le type qui est sur le toit, le couvreur, eh bien, qui se met à travailler avec le téléphone qui sonne sans arrêt, évidemment, ça fait augmenter assez rapidement les accidents du travail. Mais le copain qui est à côté, il ne va pas dire, bah ouais, il regardait son TikTok et donc il est tombé, parce qu'il faut quand même que ça passe comme accident du travail. Mais bon, là, il y a une augmentation tellement importante que ça pose un vrai problème. Et pas simplement en termes d'accident du travail, mais en termes aussi de fonctionnement des équipes, parce qu'à la pause café, bah, les gens, au lieu de se retrouver, bah, ils sont sur leur portable et ensuite le manager, il n'a plus un groupe avec lequel il peut interagir. Toutes les relations d'autorité ne sont plus aussi acceptées et donc ils ont fait, je me suis retrouvée comme ça à la Rêve 24 qui est le rassemblement des entrepreneurs de France, alors pas que le bâtiment mais aussi l'imprimerie, les artistes, c'est un truc énorme à essayer de témoigner de ce qu'on voyait. Donc là, je me dis, finalement, s'il y a un changement, c'est pas parce que nous, on alerte, c'est vrai que l'enfant, ça rapporte rien économiquement, mais du point de vue des le reste des activités économiques, il n'y a quand même pas que le numérique, il y a tout le reste. Et pour construire une maison, il faut arrêter de regarder son portable, pour faire une baguette de pain, pareil, etc. Voilà. Donc, il y aurait peut-être intérêt, mais pourquoi pas, à aussi se demander ce qui se passe dans le secteur privé, dans d'autres, pour allier notre force, parce que c'est une question d'humain, voilà. Et puis, mais j'ai été invitée dans les endroits les plus improbables. J'ai été invitée, par exemple, aussi dans une communauté orthodoxe il y a quelques années. Voilà, qui réfléchissait sur la question de la création, parce que l'écran peut être peut-être un obstacle avec la communication, avec une transcendance. Mais j'ai été aussi invitée dans des communautés musulmanes. Enfin, tout est, voilà, c'est pour vous dire que c'est vraiment... ça pose des questions très concrètes dans notre métier de transmission, ça pose des questions de productivité, voilà. Et peut-être qu'il y aurait un intérêt à aller vers tous ces secteurs d'activité et de réfléchir ensemble, parce que tout d'un coup, ce truc-là nous apporte beaucoup, mais nous empêche de faire société de manière vraiment sereine. Voilà. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais on peut peut-être prendre 2-3 questions.
Non, simplement, comme cet après-midi, c'est une question de comment résister ou faire autre chose. Juste deux idées qui me semblent importantes. Une, il est très très importante que pour qu'on soit légitime, pouvoir expliquer que toute innovation n'est pas un progrès. C'est-à-dire qu'il faut désolidariser l'idée de progrès qui a vécu et est morte avec l'idée d'innovation. Parce que c'est là où ils nous rengardissent. Et l'autre, c'est qu'effectivement, il faut créer une esthétique alternative. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement trouver les façons de l'éviter. Il faut rengardiser les addicts à la technologie. Mais vraiment, ce sont les deux tâches fondamentales. S'il n'y a pas une esthétique alternative, alors juste un mot, il m'a dit très vite. Quand moi j'étais jeune, il y a très longtemps, et effectivement, aux années 70, nous, les alternatives, etc., on avait une esthétique alternative. Nous, on ne voulait pas avoir un décapotable, on ne voulait pas avoir des sous, on ne voulait pas avoir des habits. C'était ringard être d'accord avec ce que le système proposait. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas une esthétique alternative suffisamment forte qui rengardisse ce que le système te met dans la tête. Ça commence. Oui, espérons. Ça commence. Oui, bonjour, donc Yves-Marie, moi je suis avec Florent, cofondateur de l'association Lève les Yeux. Merci beaucoup pour ce chouette événement. Je voulais juste rebondir sur 2-3 petites choses, parce que ça a pu être évoqué, notamment cette cartographie. Alors en fait, donc Lève les Yeux, on s'est regroupé avec d'autres associations, et on a fondé le collectif Attention. Donc Éducation numérique raisonnée nous a rejoints, Pack Smartphone, Cause, Alerte Écran. Et on s'est dit que ça pouvait être pas mal de cartographier les différentes associations engagées sur ces sujets-là, et notamment celles qui sont indépendantes de l'industrie numérique. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que sur ce champ, on retrouve aussi des associations qu'on entend beaucoup dans les médias, qui ont pignon sur rue, mais qui sont en fait cofinancées par l'industrie numérique. Et donc bien sûr, le discours peut être problématique, parce qu'il va toujours viser à relativiser le problème, toujours parler d'un bon usage des écrans plutôt que d'encourager la déconnexion, des choses comme ça. Et là, je voulais juste ajouter un petit mot peut-être pour dire qu'effectivement, il y a une dynamique qui est en cours avec pas mal de corps de métier, pas mal de gens qui commencent à s'organiser. Donc là, on voit des parents, des enseignants, mais c'est aussi, comme le disait très bien Sabine, on comprend qu'en fait, le numérique, c'est un problème global, c'est un fait social total, qui ne va pas être simplement un problème en matière d'éducation et de santé, c'est aussi une catastrophe écologique, c'est aussi une aliénation du point de vue de l'administration, donc une réduction de l'accès aux droits avec le fait que tout se numérise et qu'un certain nombre de gens deviennent des sous-citoyens s'ils n'ont pas de smartphone ou d'accès à Internet. Et donc effectivement, il y a des regroupements un petit peu partout, et ça c'est très positif, et je pense que des événements comme celui-ci, et le fait qu'on soit plusieurs à essayer de se bouger un peu partout, ça nous rebooste un peu. Et là, j'ai ajouté un dernier petit point, je pense qu'il y a un enjeu important sur peut-être que tous ces collectifs, on a un enjeu de construire un peu un discours commun. Donc ça va venir justement en dialoguant entre nous, ça va venir avec le temps. Alors c'est vrai que voilà, moi, à titre personnel, un peu comme Karine l'a dit tout à l'heure, je m'inscris dans le champ de la décroissance, d'une désescalade technologique. Et je pense que par exemple, un point qui peut être un point sur lequel on pourrait peut-être essayer de s'accorder, c'est de dénoncer le smartphone en tant qu'objet. C'est-à-dire que faire une focale sur le smartphone, qui est finalement un objet qui concentre l'essentiel des problèmes dont on a parlé depuis ce matin, des usages récréatifs, de l'addiction, toutes ces applications, etc. Bon, je ne développe pas. L'impact écologique du smartphone qui est colossal. Et qu'en fait, c'est pas impossible d'arrêter le smartphone. Un certain nombre de moi, j'ai réussi à le faire, donc c'est possible. Voilà, de plus en plus de gens aussi, on essaie d'en convaincre, passent le cap. Et en fait, plus on sera nombreux à arrêter le smartphone, plus ça représentera un frein vraiment conséquent au rouleau compresseur. Parce que pour obliger tout le monde à avoir telle application, etc., il faut qu'il y ait assez de gens qui insistent. Voilà, je balance cette idée peut-être aussi comme pour alimenter la réflexion. Je sais que ça peut paraître très radical de prime abord. Moi, au début, ça me paraissait inconcevable. Je à peine en parler en conférence. Maintenant, je me rends compte que quand j'en parle, j'en découvre qu'il y a d'autres gens qui le font aussi.
peut encore vivre sans smartphone, peut-être qu'on ne pourra plus dans 10 ans, mais voilà, plus on est nombreux à faire le pas, plus on va freiner cette numérisation. Donc ça peut aussi être peut-être un mot d'ordre qu'on se donne entre Oui, je voulais juste rebondir juste avec une toute petite anecdote. En tout cas, je pense que c'est évident qu'il faut arriver à un âge limité, donner un âge, réguler avec un âge. Je raconte l'anecdote parce qu'elle est drôle. Il y a eu un problème qui s'est posé dans un zoo en Californie avec des gorilles. Parce qu'il y avait un des gorilles, on va l'appeler Mario, il passait sa journée à se faire photographier par les visiteurs. Et le problème, et il adorait, et ensuite les visiteurs lui montraient le smartphone, il lui montrait son selfie et tout ça. Et donc il passait sa journée collé à la vitre à se faire photographier. Le problème, c'est que quand Mario il retrouvait son groupe de gorilles, il se faisait cyberharceler, il se faisait lyncher, si vous voulez. Parce qu'il n'avait pas passé suffisamment de temps avec ses congénères à s'épauiller, à se toucher, etc. Donc il était en danger. Donc du coup, je ne sais pas comment ça s'appelle, les soigneurs ont interdit aux gens de stimuler ou de rendre addict Mario avec ce smartphone il était en train d'être désocialisé. Voilà. Bon, c'était juste pour dire que... Je voulais juste, pour ceux qui, contrairement à Yves, ne font pas le saut et sont encore avec leur smartphone, je voulais juste donner un truc phénoménal que j'ai découvert récemment pour les accros du smartphone. Alors là, le limitateur de temps, c'est faut l'apprendre à tous les adolescents, hein. Insta, 20 minutes ou un quart d'heure, bon, voilà. Mais je vous montre mon smartphone quand je le mets comme il faut. Voilà ce qui change. Bah, attendez, il ne veut pas. Ah ben là, il est pas. Ah voilà, voilà. C'est ça, le smartphone, voilà. Le secret est d'un seul coup, vous en reviendrez pas. Je l'utilise régulièrement quand il y en a marre, quoi. Et d'un seul coup, tous nos réflexes qui sont sur le color design, le rouge de YouTube, le bleu, tout ça est désamorcé. Et donc, quand on va sur le smartphone, on y va là, à ce moment-là, pour vraiment aller sur le calendrier, alors que d'habitude, on va sur le calendrier, puis hop, ah oui, tac, tac, et on va sur autre chose, en fait. Et donc, c'est voilà, un truc tout bête. Et le plus fondamental, par contre, je pense que je ne serais pas surpris que pas mal ici l'utilisent. Ça a changé ma carrière d'enseignant. Je pense que c'est fondamental par rapport aux écrans. Il y a un sas, vous savez, le sas de décompression, pour sortir de... Il y a des enfants, ils arrivent, ils ont déjà regardé les écrans, on le sait tous. C'est de respirer en conscience 3 minutes le matin. C'est vraiment un temps ridicule. Revenir à soi, on parlait d'intériorité, de spiritualité, l'air de rien, c'est revenir à l'intérieur de soi, à des dimensions corporelles, reprise de conscience du corps, mais aussi une forme de spiritualité, le moi intérieur, un truc, c'est quand même... Voilà. Et ils adorent ça, les élèves, vraiment. Et ça change deux choses, l'attention, réellement, et ensuite une forme de bienveillance. Enfin, quelque chose qui se passe, parce que quand on est une classe au diapason, comme ça, et ben tout le monde se met en accordance en quelque sorte, ça accorde la classe et pendant les 2 heures qui suivent, c'est souvent très favorable, ça ne dure pas éternellement malheureusement. C'est très bon pour nous aussi, je pense. Eh ben oui. En tant que prof de yoga par ailleurs, je pense que ça fait voilà. partie des choses assez fondamentales. Bonjour, je suis enseignant dans le 77 dans une classe de CE2 et je voulais vous partager 2-3 idées, savoir ce que vous en pensez. La première idée c'était merci pour tous les apports théoriques que vous avez amenés ce matin et pour les témoignages. Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire une espèce de plateforme, je ne sais pas, un Padlet, quelque chose avec toutes ces idées pour pouvoir les partager à un maximum d'enseignants? Parce que beaucoup d'enseignants peut-être veulent aborder ce sujet mais ne savent pas comment faire et tout ce qu'on a entendu là c'est passionnant et c'est riche. On pourrait tous partager. Alors moi j'imaginais faire un groupe de travail, vous pourriez le faire, je sais pas, avec toutes les associations qui sont là, et ça pourrait être une idée de mutualiser en fait toutes nos expériences, toutes nos idées effectivement. Et la deuxième chose c'était, alors je parle toujours pour les enseignants du premier degré et du deuxième degré, il y a ce qui s'appelle les réunions CEC, les réunions école-collège, et là aussi on peut mettre en place des choses vraiment formidables où on va pouvoir travailler de la maternelle jusqu'au collège, pour aborder justement des sujets. On a un axe, c'est le harcèlement et la surexposition aux écrans. Donc ça peut permettre de faire quelque chose qui va toucher toute
de la maternelle jusque... Je peux peut-être pas répondre sur la deuxième question, mais sur la première. Juste une troisième, mais après, la troisième, je vous laisse répondre et puis après je vais... Sur la première, c'est l'objectif de l'association Éducation numérique raisonnée, c'est une association d'enseignants avec comme objectif de réfléchir à quelles sont toutes les bonnes pratiques, d'avoir des groupes de travail, d'avoir un site internet qui est en construction, mais qui continue de se renforcer, et toutes les forces vives sont bienvenues pour avancer dans ce chemin-là. Juste la troisième chose que je veux dire, justement, c'est à vous que je voulais m'adresser. Comme vous travaillez à l'INSPE, est-ce que c'est possible que dans le plan de formation des enseignants, il y ait peut-être justement, je sais pas, une conférence de quelqu'un qui pourrait aborder ce sujet, même si je sais que ça touche plus la parentalité que l'enseignement, mais moi c'est ce qu'on m'a dit un peu plus haut. Donc, non, en fait il y a deux choses. Il y a d'abord, comme je le disais tout à l'heure, vraiment faire un travail de lobbying pour faire en sorte que ce sujet soit un sujet que l'on enseigne à l'INSPE, sur lequel il y aurait des formations, mais parce qu'effectivement ce serait quelque chose qui serait encadré nationalement, ça c'est une première chose, et après localement effectivement c'est tout à fait quelque chose pour quoi on peut militer, on peut faire des actions, enfin on n'est pas obligé d'attendre que ça arrive pour que ça ait lieu. Et effectivement, ça dépend pour le coup du bon vouloir des enseignants, parce que les plans de formation, ce sont des choses qui sont proposées alors, par l'éducation nationale, mais aussi par les organismes de formation comme l'INSPE. Et les propositions sont celles des enseignants, en fait. Donc, par exemple, nous, à l'INSPE de Créteil, ce sont des choses qu'on est en train de mettre en place, à deux plans d'ailleurs, mais enfin à ce plan-là des formations sur la surexposition aux écrans, c'est des choses qu'on travaille et on va faire un groupe de travail là-dessus à l'INSPE de Créteil. Mais après, ça va dépendre complètement de ce qui se fait localement. Oui, excusez-moi, j'avais juste quelque chose à dire par rapport aux enseignants. C'est vrai qu'il y a le rôle des organismes de formation. Nous, en tant qu'association, on va faire quelque chose aussi. Mais c'est vrai qu'on est quand même un petit peu déçus aujourd'hui du peu de présence des enseignants, dans la mesure où on a fait une communication énorme. Et où finalement on sent qu'il y a aussi un travail pour que les enseignants prennent conscience finalement de ce problème. C'est pas seulement une question de proposition de formation, mais c'est aussi, il faut qu'ils prennent conscience, et ça malheureusement on ne peut pas aller plus vite que les événements. Je voudrais juste dire un petit mot aussi. Tout à l'heure, une des intervenantes disait qu'il fallait une proposition de loi pour interdire le smartphone aux moins de 15 ans. Moi je pensais naïvement que ça allait être pas si compliqué que ça, parce que tellement le combat paraissait évident. J'ai rencontré des élus, des politiques, on voit bien qu'ils ne sont pas prêts de se saisir de la question. Peut-être que si on mène ce travail granulaire de terrain, les parents, les enseignants, et qu'on arrive à obtenir beaucoup de signatures sur les propositions d'éducation numérique raisonnée sur le nôtre, on aura plus de légitimité, on aura peut-être un peu plus d'écoute. Ceux qui ont la chance de passer dans des émissions de grand public, j'en parlais avec Alice tout à l'heure, je pense qu'il y a besoin de montrer notre indignation, notre colère, nos émotions pour essayer de renverser la table. Et on n'est peut-être pas assez véhément. Voilà. Il nous faut un Robert Badinter sur cette question. Maintenant, je lance l'appel, je pense que ce ne sera pas moi. Merci. Oui, alors je voulais vous dire que ça m'intéresserait beaucoup que ce projet ait lieu parce que voilà, j'ai fait une énorme bourde avec une cousine qui était professeure dans les écoles, qui est professeure dans les écoles. Quand le livre TV Lobotomie est sorti, je l'ai distribué à tout le monde et j'avais eu ma cousine institutrice qui a dit que c'était une très bonne idée, à la réunion de classe en début d'année, il y aura tous les parents et je vais leur parler de ce livre. Résultat des courses, toute l'année, elle a été huée, détestée par tous les parents qui lui ont dit « Est-ce qu'on se mêle, nous, de la façon dont vous faites votre enseignement à l'école? Pourquoi vous vous mêlez de la façon dont on traite nos enfants à la maison? Mais c'est inadmissible !» Or, moi je suis pédiatre de formation, et je m'occupais de la réussite scolaire en CP depuis la naissance, d'accord? C'est un sujet qui m'est à cœur. Et voilà,
la catastrophe que j'ai faite avec ma cousine, et j'aimerais lui apporter ce projet, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je peux rajouter juste un mot. En tant qu'enseignante, je fais exactement ce que fait votre cousine. Et en fait, à partir du moment où on est sûr de soi et qu'on répète en boucle, vous savez, j'aime vos enfants, j'ai pas choisi ce métier-là par hasard. Et évidemment, bien sûr, un nutritionniste va évidemment faire un certain nombre de recommandations et il va aussi dire aux gens, oui, chez vous, il y a des choses à faire. C'est pas que dans mon cabinet que ça se joue. Et bien nous, en tant qu'enseignants, on essaye de tricoter des choses en classe. Si c'est détricoté à la maison, nous sommes légitimes. Et il faut parler avec véhémence comme ça. Nous sommes légitimes à parler sur ce sujet. Maintenant, mesdames et messieurs, les parents, nous sommes extrêmement bienveillants, nous sommes dans un monde compliqué, vous avez besoin d'être encouragés, entourés, voilà, et pas vous êtes faibles et vous êtes nuls et on va vous donner la science infuse. Mais nous, par notre expérience, nous sommes des professionnels de l'enfance et nous prenons la parole pour protéger vos enfants que nous aimons. Si on l'assume, moi j'ai eu l'an dernier des parents à moitié radicalisés, le gamin avait dessiné un corps mort avec un enfant qui alertait son père en disant il y a un type avec un couteau qui va nous tuer. Les parents sont arrivés hyper énervés en me disant mais alors vous dites qu'il dessine, ça vous embête qu'il dessine maintenant, alors s'il ne peut plus dessiner parce que vous lui interdisez de faire les écrans, alors qu'est-ce qu'on va faire? J'ai montré le dessin. J'ai dit votre enfant est en danger, il va mal. Bon, ils sont repartis piteux avec leur dessin, quoi. Donc à un moment donné, quand on trouve par A plus B, les gens nous croient et finalement adhèrent et sont très heureux qu'on s'en occupe. Oui, alors c'est plus facile avec le dessin, mais si vous voulez, quand je dis à un papa, votre enfant n'arrive pas à se concentrer, qui me dit oui, bah, on va pas demander à quelqu'un de se concentrer 10 minutes, et que je lui dis, écoutez, vous savez, en fait, on est sur un enchaînement de 5 mots. Bon, bah, évidemment, voilà. Un petit mot, puisqu'on a parlé beaucoup des domaines, on parle de la culture du viol, et juste un chiffre, à 11 ans, 40% des enfants ont visionné des images porno. Donc, il faut avoir, ça fait aussi partie des choses, c'est pas toujours les enfants des autres, ça fait partie aussi de ce qu'on peut dire. Peut-être, souvent, il y a des parents qui nous disent, oui, mais j'ai besoin de pouvoir le contacter ou qu'il m'appelle parce qu'il est sur le chemin de l'école. On n'en a pas parlé, ça nous semble peut-être évident ici, de quand même toujours dire qu'il y a le téléphone et il y a le smartphone, enfin, le Internet. Je pense qu'il y avait une dame dans le temps. C'est vraiment la toute dernière question après pour que vous ayez le temps de... Bonsoir. Alors, je n'ai pas forcément une question, c'est juste un témoignage en fait que je vais apporter en tant que parent. Je suis maman de 3 garçons, donc en 4e, seconde et terminale. Je sais pas, alors j'adorerais que mes enfants soient dans vos établissements, ce serait vraiment bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je ne sais pas si l'éducation nationale a conscience du poids qu'elle fait poser aux parents. C'est extrêmement difficile. On est épuisé et on se bat devant un mur. Moi, ça fait 4 ans que je suis en conflit avec mon établissement scolaire. Ils ont donné un iPad au 6e, il y a 3 ans. Il nous l'a été vendu comme étant sécurisé, uniquement à visée pédagogique. Vous verrez, c'est formidable, ça va aider vos enfants à comprendre la physique en filmant une pomme qui tombe du premier étage. Enfin, et résultat, cet iPad, en fait, on ne l'a pas dit, mais ils ont un accès illimité à Internet, un accès illimité à YouTube, parce que YouTube, comprenez, c'est bien pour apprendre l'anglais, il y a des vidéos qui sont vraiment extraordinaires, en histoire aussi. Sauf qu'en fait, derrière, après la vidéo d'histoire qui certainement est très bien, il y a des suggestions d'autres vidéos et les enfants en fait s'enchaînent, ils passent 2 heures, 3 heures au-dessus. Mon grand qui est en seconde, il a eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, de recevoir le PC d'Île-de-France. Pareil, on nous a dit, il est bridé, ne vous faites pas de soucis, c'est pas le cas. Les enfants en seconde passent leur nuit à regarder des vidéos, à installer Netflix. Moi, je me suis aperçue à 22 h un soir que mon fils, qui était censé aller au lit et dormir, en fait, était sur le PC d'Île-de-France en train de jouer à Fortnite avec les copains de sa classe. J'ai vu mon fils me disant, mais qu'est-ce que tu fais? C'est 22 h, pourquoi tu dors pas? Et là, il me voit en pleurant, en fait, en me disant, tu sais, maman, avec les copains, on est en train de jouer, s'il te plaît, laisse-moi finir la partie. Et c'est extrêmement dur parce qu'on se dit, non, tu peux pas, c'est 22 h, demain il y a école, il faut dormir. Et il me dit, oui, mais tous les copains, on s'est donné rendez-vous, on joue, s'il te plaît, laisse-moi finir la partie.
franchement, on est épuisés, on n'a aucun soutien. Les professeurs, en fait, nous disent oui, vos enfants sont immatures, ils sont concentrés. Mon élève qui a eu l'iPad en 6e, l'année dernière en 5e, ils ont fini l'année à 22 en classe. Il y avait 3 phobies scolaires, des élèves qui ne pouvaient plus venir à l'école. Il y avait 11 alertes niveau, des élèves, moi j'assistais en tant que parent correspondant au conseil de classe, 11 élèves en 5e sur une classe de 22 élèves qui étaient en dessous de la moyenne générale, avec des professeurs qui nous disaient qu'ils ne savent pas quoi faire pour ces élèves, aucune orientation. Les élèves ne sont plus concentrés, les devoirs ne sont pas faits, ils sont énervés, ils n'avaient pas écouté tout ce qu'on a dit ce matin. Et pour autant, on nous laisse encore cet iPad avec cet accès limité. On ne peut pas installer de contrôle parental parce que c'est le collège qui est administrateur. Et en tant que parent, on est démunis, on n'a pas comment faire. Voilà, donc c'est juste un témoignage démuni. Révolution. Merci pour ces témoignages. L'objectif de notre collectif, de notre association, c'est de continuer le combat, mais aussi continuer ces journées. Et vraiment, voilà, on vous invite à nous aider en mobilisant les autres parents d'élèves, les autres professeurs, les parents dans votre école, tout le corps professoral qui puissent venir à ces journées-là. C'est-à-dire qu'il y a tellement de promotions, tellement d'événements. Nous, on a vraiment passé beaucoup de temps à faire la promotion de cet événement sur tous nos réseaux. Autour de nous, on a envoyé des campagnes d'emails incroyables et c'est difficile de mobiliser les personnes et pourtant on a passé beaucoup de temps sur la communication, mais aussi sur la qualité des personnes qui sont ici présentes. Et donc vraiment, je vous invite pour nous aider et pour que ça soit et pour que c'est de l'impact à venir le plus nombreux possible la prochaine fois, que les messages qu'on passe portent et résonnent de la façon la plus large possible. Je rajoute juste un petit mot sur l'impact. Tu as dit qu'il fallait qu'il y ait plus de monde qui vienne. Il se trouve que, moi je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai un mandat politique. Je suis conseillère départementale sur mon département. Et en fait, là où je suis beaucoup plus optimiste que ce qu'on peut imaginer à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, les politiques sont extrêmement perméables à la parole du citoyen. Beaucoup plus qu'on l'imagine en fait. Et donc il faut absolument que vous exprimiez auprès de vos professeurs, parents d'élèves, enfin, entre pairs en fait, mais il faut absolument écrire, même individuellement, effectivement, députés, sénateurs, à tous vos conseillers municipaux, maires, enfin, il faut s'exprimer parce qu'en fait, quand les gens vont témoigner de la souffrance associée, moi c'est comme ça que j'ai fait bouger mes collègues, hein. Je leur dis, vous savez, c'est pas qu'une parole de vieille croûte, parce que d'abord je suis pas une vieille croûte, mais en plus, en fait, il faut absolument assumer que beaucoup de familles souffrent et qu'en fait, ça va leur rapporter des voix de s'exprimer sur le sujet. Et qu'en fait, aujourd'hui, ceux qui sont ringardisés par l'ensemble de ceux qui s'observent, en fait, hein, vont devenir des précurseurs de quelque chose de beaucoup plus moderne. Et on rejoint à l'image, en fait, l'esthétique qui peut être portée de manière beaucoup plus positive. Et donc, ça rapporte des voix. Et ça, il faut l'écrire dans le courrier. Autour de moi, il y a plein de gens qui en souffrent et ils vous rapporteront des voix si vous exprimez sur le sujet. J'allais aller exactement dans le sens d'Aude. Moi, je fais énormément de conférences, hein, c'est 99% de mon travail, et j'ai tout le temps le même genre de témoignage, madame. Soyez très nombreux à écrire au-delà. Vous avez toutes les adresses sur Internet au ministre, s'il vous plaît. Ministre de l'Éducation, voire Brigitte Macron, Emmanuel Macron, etc. Eux ne le lisent pas, mais tous les courriers sont lus. J'ai rencontré le ministre du numérique le 7 décembre, Jean-Noël Barrot. J'avais très peur de comment j'allais être retenue. Il m'a dit, mais on est au courant de tout. Les parents sont en colère, ça remonte. Alors, si tous ceux qui sont ici peuvent écrire au ministre concerné, les enseignants au ministre de l'Éducation, les infirmières au ministre de la Santé, c'est à force, effectivement, vous êtes des électeurs et ça compte sur le politique. Il faut que écrire, et je le dis à chacune de mes conférences, et vous avez toutes les adresses sur Internet. Justement, notre collectif pour un droit à une scolarité libre de numérique, si vous allez sur le site, on a fait une page où on s'est embêté à chercher toutes les
vous avez tous les liens, toutes les adresses pour écrire à vos décideurs municipaux, départementaux, régionaux, enseignants. On a tout pré-mâché pour un droit à une scolarité libre de numérique. D'accord. Merci beaucoup. Alors, pour conclure cette journée, on ne va pas faire de conclusion parce que on mettra sur le site, en plus de la vidéo, on mettra sur le site un compte rendu de toutes les interventions. Et je pense que les interventions de ce matin, avec l'information que vous avez donnée, avec les chiffres terribles sur l'admission, avec les impacts sur l'éducation, tous vos témoignages, vos solutions, bah ça fait que maintenant je pense qu'on est tous chauffés à bloc. On a envie de se libérer enfin, libérer l'éducation du numérique, non raisonné. Et en fait, on va surtout d'abord et avant tout remercier très fortement, bien sûr, tous ceux qui ont rendu possible cette journée. En plus de tous les intervenants que je ne vais pas reciter parce qu'on est un peu pris par le temps, mais je vais surtout remercier ceux qui ont permis la logistique. Céline Guéné, bien sûr, de notre objectif. Angélique également, toujours du collectif. Bien sûr. Luce, bien sûr, également pour la logistique. Et bien sûr, monsieur Denis Kompuchner, qui nous a permis ce colloque, de ce colloque. Et bien sûr, Christian pour la vidéo. Et parce qu'elle est très discrète et qu'elle-même va pas être remerciée, on peut vraiment, je pense, tous remercier Agnès qui est à l'origine de cette journée.